Mais c'est bizarre ça. Et hello, bienvenue à la garageuse. Celle-là, je la laisse l'intro, hein. Je te préviens, je coupe pas. Bien, bonjour à tous et à toutes. On est sur le podcast épisode 12 avec joueur du Clapas Paye ta règle. Et aujourd'hui, de quoi on parle? On parle de jeux auxquels on a joué pendant 24 heures. Alors je vous invite, à regarder le podcast épisode 10, parce qu'en fait c'est 3 podcasts qui sont reliés, le 10, le 11 et le 12. Pourquoi on en a fait 3 séparés plutôt qu'un seul? Parce qu'en fait il y avait les deux premiers où ça parle vraiment de chaque fois d'un jeu spécifique, hein. Le premier qui est à chaque fois Cretaceous Rise. Merci, voilà. Donc sur le complet sur cela qui est en financement participatif. Après le deuxième c'était sur Hellbringer, donc pareil parce qu'il y a un financement en cours. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Et là, du coup, on a continué sur nos 24 heures, on a fait 3 autres jeux également. Et donc, comme il y a moins, c'est des nouveautés, mais il n'y a pas le délai du financement participatif, c'est pour ça que je l'ai divisé de cette façon-là. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de Builders of Baldur's Gate, dans l'univers de Donjons et Dragons. On va parler de Galactic Cruise, qui est aussi une nouveauté qui sort en novembre, pour ceux qui n'auraient pas eu le financement participatif, le Kickstarter. Et ensuite, on va parler du prototype Guerre à jeu. Voilà, un bon programme, vu ce qu'on a sur l'épisode précédent, on a fait à chaque fois un jeu. Écoute, c'était cool, merci à toi pour m'avoir fait découvrir déjà les deux premiers jeux cités qui sont des nouveautés. Donc c'était vraiment un bon moment, on a vraiment passé des 24 heures super à chaque fois quand on passe ce temps-là. Je te laisse ouvrir le bal peut-être parce que là pour le coup, parce qu'en général du coup, sur les autres précédents, c'est à chaque fois t'avais fait plein de parties, t'avais fait 15 parties, je jouais avec toi, t'avais l'habitude. Là on a découvert entre guillemets tous les deux en même temps le Builders of Baldur's Gate. Donc c'est intéressant parce qu'on était au même niveau d'expertise du jeu. Ouais, donc Donjons et Dragons Builders of Baldur's Gate, c'est un jeu qui est pas très connu, qui vient de sortir. C'est un jeu qui est uniquement en anglais. Moi, j'en avais très peu entendu parler, mais j'avais vu quelques images, quelques petits retours, je t'avais me renseigner dessus, et c'est un jeu qui m'intriguait beaucoup parce que c'était difficile d'avoir des infos, et puis j'avais des retours qui oscillaient entre le moyen et le très bon, et il y en a même qui s'amusaient, qui osaient établir une comparaison entre ce jeu et Lord of Waterdeep, non pas pour les mécaniques qui ont strictement rien à voir, mais dans le sens où c'est un jeu à licence Donjons et Dragons, mais un jeu euro qui se veut être un jeu euro, donc c'est pas la première fois que c'est fait. Donc Lord of Waterdeep avait été une première expérience, et donc est-ce que ce serait l'idée, le successeur de Lord of Waterdeep, dans le sens où encore un jeu euro dans un nouveau jeu euro dans la thématique Donjons et Dragons. Donc moi ça m'a titillé, peu d'infos dessus, donc je me suis dit allez, comme j'aime bien découvrir des jeux, vraiment être dans la découverte, j'ai pris ça. C'est un jeu je crois qu'il devait sortir à la base en juillet chez WizKids, et je crois qu'il avait été retardé, me semble-t-il, de mémoire, et finalement il est arrivé. Donc on le trouve dans quelques boutiques, on peut le trouver, mais donc uniquement en anglais. Et donc c'est un jeu qui va proposer de l'engine building, de la pose de bâtiments sur un plateau, et un petit peu aussi de notion de réseau. Je sais pas ce que t'en penses. Et c'est un jeu qui est finalement assez léger en termes d'apprentissage des règles. Ça s'explique très vite, ça s'explique facilement. On n'a pas eu de retour aux règles, c'est quand même carré, limpide. Et moi, je sais pas si je dois le dire de suite. Non, le dis ou pas. pas. Si tu peux le dire de suite. Non, je le dis pas de suite. Si tu peux le dire de suite. Mais moi, je suis pareil, en fait, que toi. En fait, malgré ce que tu aurais pu croire, si on devait dire par rapport au nombre, ce que tu veux dire, c'est par rapport à ce qu'on a préféré dans les jeux, hein. Mais vas-y, tu peux le dire de suite si tu veux, mais vas-y. Moi, c'est un jeu qui m'a très agréablement surpris. Qui m'a très agréablement surpris, parce que, je veux dire, autant je sais pas, je trouve que le rapport légèreté, profondeur, plaisir de jeu, il fait vraiment fort. Voilà. Ça, c'est vraiment plaisant à jouer. Alors, en plus, on était qu'à 2. Et je pense que c'est un jeu qui doit être meilleur à 3 ou 4. Et pourtant, déjà à 2, c'était chouette, la découverte était belle. J'ai beaucoup aimé ce principe avec les cartes. Moi, j'aime bien les jeux où tu construis un moteur. Et là, avec tes cartes, tu as vraiment cette sensation, quoi. Hop, il faut à la fois avoir un bon moteur pour pouvoir récupérer des ressources, pour pouvoir à la fois
construire des bâtiments qui vont t'intéresser et aussi construire des bâtiments qui vont te permettre de protéger la ville. Parce qu'en fait, on cherche à la fois à construire des bâtiments, mais aussi à protéger la ville. Parce qu'il y a des attaques qui vont arriver, et puis en fonction de si on participe bien à la défense du quartier, on va gagner des points. Parce qu'en fait, c'est quoi le jeu? Parce que c'est vrai que je l'ai pas dit. C'est un jeu en fait où on va jouer le rôle d'une famille influente de Baldur's Gate. Et donc on va essayer de devenir la famille la plus prestigieuse. Donc comment? En construisant des établissements, des bâtiments dans lesquels on va répandre notre influence. Donc on va construire des bâtiments nous appartenant. Donc on va mettre notre petite couleur sur les bâtiments. Donc plus on a de bâtiments, ça veut dire que plus on est influent dans la ville. Et donc la ville, elle est divisée en 9 districts, en 9 quartiers, quoi. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'on construit, en fait, là, il faut imaginer que la ville, elle est menacée par, on ne sait pas trop par quoi d'ailleurs, mais par des ennemis. Et chaque fois qu'on construit, on va en fait rajouter la probabilité qu'il y ait une attaque sur un des quartiers de la ville. Et donc, il faut en même temps donc prévoir une future attaque et donc construire des défenses. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et par le biais de cartes, en fait, c'est des cartes, on a une rivière de cartes, on va chercher des cartes, ces cartes nous permettent de construire des bâtiments. Et ça, c'est vachement intéressant, mais c'est vrai qu'il y a une couche que j'allais presque oublier, c'est qu'il y a une petite dimension de poste d'ouvrier aussi. Une petite. Il y a une dimension de poste d'ouvrier. Puisqu'on a un seul ouvrier, ça aussi c'est assez étrange, on a un seul ouvrier qu'on va pouvoir poser dans un quartier de la ville, et chaque quartier de la ville va donner une habileté qu'on peut faire niveau faible ou niveau plus fort. Et si on rajoute à ça le fait qu'on a 3 pistes sur lesquelles on peut monter, c'est des pistes de faction, ben on a un jeu avec de jolis combos à faire, quoi. Mais je pense que t'as bien résumé tout à l'heure, au tout début. Au tout début du fait que sur le classement de tous les jeux qu'on a joués pendant ces 24 heures, autant si je prends intrinsèquement les règles et les mécaniques de chaque jeu, j'aurais tendance à dire sur le top, puisque c'est la dernière vidéo, donc là on peut le dire, le top ça aurait été plutôt le jeu sur les dinos. Mais en fait, si on fait un classement, je pense que, tu vois, à réflexion, je le mettrais presque devant. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait il a cette accessibilité, simplicité des règles, satisfaction directe, enfin plein de choses qui font que même si en termes de mécanique je préfère le jeu Dino qui est plus expert et qui est plus casse-neurones, mais en fait celui-là il a un bon équilibre dans tout. C'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. En fait, c'est un jeu qui est très bien équilibré dans tout ce qu'il peut proposer. Je t'aurais tendance à dire que le seul truc négatif, c'est l'immersion, où moi je me vois pas du tout dans Donjons et Dragons, Baldur's Gate. Tu me mettrais autre chose, ça serait le thème. Franchement, il sert à rien. Mais par contre, c'est vendeur. Mais je trouve que le thème, il est, enfin, t'as tes bâtiments, mais enfin, moi je me suis pas du tout imaginé dans le thème de tout le long de la partie. Mais par contre, en termes de mécanique et de tout le reste, je trouve que ce soit la durée de la partie, l'accessibilité, ce que tu peux faire sur le jeu, etc. Et il y a une certaine légèreté, font que effectivement ça a été une découverte assez étonnante de notre session de jeu, parce qu'il a tout qui matche bien, quoi. En fait c'est épuré, c'est un jeu qui est épuré, qui fait juste ce qu'il faut comme il faut, donc voilà, je sais pas. Non, mais c'est vraiment un jeu, j'ai envie d'y rejouer, en fait. Je crois que alors moi le problème c'est que parmi les jeux qu'on a joués, il y en a 2 que j'ai énormément joué, donc évidemment c'est pas une découverte. Mais là celui-là j'ai vraiment envie de rejouer, parce que je crois que de tous les jeux c'est celui que je me dis j'ai envie de refaire une partie, parce que tu sais que c'est facile à sortir, facile à jouer. Moi j'ai remarqué aussi quand on a joué à ce jeu, j'ai eu l'impression qu'il y avait je crois que c'est là où il y avait vraiment tu sentais presque le plaisir, quoi. Ouais, enfin c'était très plaisant à jouer. C'était très plaisant. Très fluide, en fait, c'est très fluide, très dynamique. Tu dis bon là, puis pour le petit concept du jeu, effectivement, tu vas pouvoir te placer dans des districts comme tu disais, et quand tu vas t'y placer, et à l'arrivée, faut que tu t'y places à l'endroit où il y a des petits meeples, donc tu vas te prendre la place de t'as des petits jeux, t'as des meeples, on peut dire ça comme ça, des zones, des zones spécifiques dans chaque district, tu pourrais te placer. Et donc tu peux te placer que sur ces endroits-là. Donc tu sais que c'est pas disponible tout le temps à tous les moments de la partie, de dire dans tel district je peux y aller parce qu'il y a une figurine qui est en place à cet endroit-là, et une fois que je me place, après elle va aller ailleurs, cette figurine. Enfin elle va se placer ailleurs. Pour te placer, tu sais, le fait que ça soit aléatoire, donc tu vas piocher dans un sac pour savoir à quel endroit tu vas
tu vas voir après les Ah oui, combats, d'accord, etc. ok, je te suivais pas. Voilà. Tu parles des grues. Parce Les que, grues, voilà, parce c'est que ça. quand Les on grues. voilà. Les grues, voilà. Quand on construit des bâtiments, on peut pas les construire n'importe où. On peut construire que là où il y a une grue. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, tu les construis où il y a vrai. une grue et après, bah, tu vas tirer un jeton dans un sac. Moi, j'ai jamais tiré le jeton dans les sacs qui vont faire que ça va petit à petit donner plus de pression dans une zone. Tu sais pas encore laquelle, mais tu peux déduire dans les probas. Et à un moment donné, tu sais qu'il va falloir que tu prépares ton combat sur cette zone droit-là. Mais ce qui fait qu'en fait, tout le long de la partie, tu vas devoir quand même t'adapter aux différentes zones de ce que tu peux y faire ou pas y faire. Et sur le fait que bah si tu veux essayer d'être un peu partout pour les différents scorings, bah tu vas devoir regarder ce que fait l'autre en disant bah attends il s'y est mis, il veut se placer partout, si moi je m'y place, s'il a plein de bâtiments connectés ça va lui faire des bonus, j'ai pas envie de lui faire des bonus. Et donc en même temps s'il y a pas tant d'interactions directes que ça, elles y sont quand même très présentes parce que tu vas avoir ce placement de bâtiments qui va être quand même assez important avec un timing assez fort parce que le timing il est par rapport au moment où tu as ces fameuses grues et qu'après elles vont bouger. Donc c'est maintenant elles que vont jamais. bouger, c'est ça. Et est-ce que je veux le prendre ce spot là? Et si l'autre le prend, bah du coup peut-être que j'aurai plus d'emplacement sur ce district-là pour m'y placer. Si je m'y place plus, et bah j'aurai moins peut-être de bonus, etc. Ou est-ce que je veux étendre parce qu'il y a un côté de scoring où tu vas pouvoir mettre tes bâtiments adjacents et plus t'as une longue lignée de bâtiments, plus tu vas scorer. Ou est-ce que tu vas être dans des endroits différents mais tu peux pas tout faire et dans ce cas-là tu vas avoir des scorings parce que t'es dans chacun des districts. Fait que ouais ça marche bien quoi. J'ai bien aimé cette mécanique que tu disais là, de piocher dans un sac un petit jeton. Parce qu'en fait, quand tu construis un endroit, tu peux construire que là où il y a un jeton de grue, enfin une petite figurine de grue. Et après, tu dois piocher pour savoir où est-ce que tu vas mettre la grue. Donc, le petit jeton que tu pioches du sac, il va te donner un numéro, c'est là où va aller la grue. Mais c'est là aussi, en fait, ce petit numéro, il correspond à un emplacement dans un des quartiers. Et tu vas le mettre à un endroit sur une espèce de piste. Et une fois que la piste elle est recouverte, chaque piste par quartier a 4 emplacements. Une fois que la piste elle est recouverte de 4 jetons, ben ça déclenche une attaque sur le quartier. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce que tu construis dans le quartier qui est vert, je dis vert parce que j'ai plus les noms. C'est pas parce que tu construis dans le quartier vert que quand tu vas piocher dans le sac, tu vas peut-être, je sais pas moi, piocher le numéro 33 qui est bleu. Ça veut dire que la pression de la grue elle va aller sur le 33 dans le quartier bleu et la pression elle va aller sur le quartier bleu. Et donc ça crée une imprévisibilité. Et c'est vrai que ça, mélangé au fait que tu vas faire un peu l'engine building parce que tu vas acheter des bâtiments. Ah, ça c'est chouette, ça. Et chaque bâtiment que tu vas acheter, tu vas avoir tes cartes bâtiments et au moment de l'income, comme tu disais, c'est l'income, je crois. Enfin bref, quand tu vas récupérer tes ressources au moment où tu as envie, ça c'est rigolo, bah tu peux très bien faire une action. Je récupère les ressources. Enfin, tu récupères les ressources quand tu veux à chaque fois, mais du coup, tu fais pas l'autre action. Et donc, ça permet de faire un build de qu'est-ce que je veux comme style de bâtiment et qu'est-ce qu'ils vont m'apporter, combien je vais les payer. Et ça, c'est très fluide, très léger et en même temps c'est une mécanique connue mais qui marche très très bien dans le jeu et qui s'adapte très bien à tu sens qu'il y a une expertise dans ce jeu-là avec une habitude de je vais essayer de trouver de la simplicité tout en ayant des mécaniques connues parce qu'il y a rien de très innovant à part le petit côté effectivement où t'as la pression dans une zone et t'as le combat qui va se popper mais qui font que ça marche bien quoi. Ouais. Et puis tu te rappelles ce qu'on s'est dit à la fin au début l'action d'income. Tu l'as fait pour avoir de l'income, justement, comme son nom l'indique. Mais à la fin, tout ça, voilà. Mais à la fin, tu l'as fait pour jouer, pour faire des actions. Parce que moi, je sais plus comment j'avais monté mon truc, mais le fait de faire de l'income, c'est comme si je faisais des actions, ça me faisait faire plutôt des choses parce qui relèvent plus de l'action. Parce qu'effectivement, vous avez 3 guildes dans le jeu, et donc on peut monter sur les pistes des guildes, d'ailleurs, qui sont très très fortes, soit dit en passant, et ça fait vraiment beaucoup scorer, et donc c'est vrai que vous allez pouvoir, en fonction de vous placer, en fonction de vos incomes, etc., vous allez peut-être avoir des bonus pour pouvoir monter dans les guildes, et quand tu arrives très haut dans une guilde, bah évidemment, tu vas avoir des agendas, tu vas des quêtes perso que tu vas avoir au début de partie, qui vont pouvoir se débloquer, et faire scorer sur telle et telle piste de guilde. Et alors vu comme ça on dirait qu'il y a plein de choses mais en fait c'est pas éparpillé. Tout est bien imbriqué, c'est pas décousu quoi. C'est qu'en fait quand je faisais l'income, je montais de 2 dans une des pistes. Et du coup c'est ce que j'appelle faire une action finalement. Et ce qui est vachement intéressant c'est ce que tu dis, c'est les cartes agenda, parce qu'au début du jeu il y a des petites cartes en plus des cartes classiques qu'on a, c'est des cartes objectifs en fait, mais elles sont inactives. Donc on les a face cachée, elles sont inactives. C'est-à-dire que si on reste comme ça à la fin du jeu, elles nous rapportent aucun point. Et en fait, il faut monter au niveau 4. Dès qu'on a 3 pistes, dès qu'on arrive au niveau 4 de chacune des pistes, on a le droit de choisir une de ces petites cartes qui s'appellent des cartes agenda, de les retourner, ça veut dire que maintenant, l'objectif
final qui est écrit ici, c'est en fait un mode de scoring est actif pour moi. Poup. C'est tout simple, mais c'est très bien. Ça marche super bien. Et puis les guildes te permettent d'avoir des bonus qui sont assez, en plus de beaucoup de points de victoire, mais des bonus intéressants. Parce que là, donc comme tu disais, dans le jeu, on a les bâtiments qu'on va pouvoir construire sur la map et qui vont après nous faire des ressources en permanence, hein, sur le jeu. Donc, quand je disais le thème il est pas présent, en fait, la mécanique marche bien avec le thème des bâtiments, etc. Mais ça pourrait être des bâtiments de n'importe quelle autre chose que Baldur's Gate. Mais après, le fait t'as vraiment cette sensation quand même de construire tes bâtiments, évidemment, et de récupérer les ressources de la taverne, de l'église, du monastère, de ce que tu veux. Ça marche, hein, c'est le thème et quand même fonctionne bien. Tu vois aussi ton influence dans la ville, parce que je veux dire, c'est ça. Ouais, tu vois ta couleur qui se répand dans les différents quartiers de la ville et tu te dis, eh ben là, tu vois, t'es très présent à un endroit, moins présent à un autre. Ça, c'est plutôt bien rendu. Mais c'est pas Baldur's Gate et Donjons et Dragons, ça pour le coup, ça je reste sur ma position. Ah ben c'est sûr, on n'est pas un sorcier ou un paladin qui va oxyre des dragons. Non. Ouais, c'est plus économique, on est dans l'économie de Baldur's Gate. Alors c'est un jeu qui se joue pas solo, mais tant mieux parce qu'effectivement je vois pas l'intérêt d'y jouer à solo à ce genre de jeu. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal que pour une fois ils disent pas de 1 à 4 joueurs et au moins 2 à 4, au moins tu sais ce qu'il faut. Enfin moi j'aime bien les jeux où c'est multi, c'est solo et au moins c'est pas juste pour vendre, tu sais à quoi t'en tenir et pourquoi il est destiné, pour qui il est destiné. Donc ça je trouve ça plutôt j'aime bien quand même quand il y a un solo pour moi je suis pas pour les gens qui ont pas la chance de pouvoir y jouer à plusieurs à condition que le solo soit bien travaillé, quoi, évidemment. Ouais, mais t'as toujours une spécificité quand même sur le jeu, ou alors il faut le dire, voilà, je vous mets un solo, mais par contre je vous préviens, parce que souvent quand tu sais pas, moi j'achète un jeu, il y a marqué un 4 joueurs, si je joue tout le temps en multi, je vais l'acheter en multi, pour le multi, si je joue tout le temps en solo, je vais l'acheter pour le solo, mais en fait ça se trouve, je sais pas, si ça se trouve il y a un des deux, et souvent il y a un des deux qui a même aspect, qui est beaucoup mieux que l'autre. Souvent d'ailleurs c'est plutôt le multi que le solo quand c'est des jeux qui sont multi-solo. Donc moi ça dépend, moi je trouve qu'il y a des solos qui sont bien faits, et puis il y en a d'autres qui sont mais enfin, voilà, qui ont été faits à l'arrache. Bon, celui-là toujours est-il qu'il en a pas. Ouais, et moi je trouve que c'est bien. Ouais, enfin je veux dire, je sais pas. Tout se réfléchit. Je sais pas comment on peut faire un solo, mais peut-être qu'il y a un jour quelqu'un qui aura une idée géniale. Mais là aujourd'hui, je vois pas. Effectivement, je vois pas comment en 5 minutes comme ça, mais je vois pas. C'est pas un jeu qui se prête au solo, en tout cas du moins facilement comme ça. Et alors ça, ce que tu disais, c'est qu'à 2 joueurs, c'était très sympa, mais on sent bien que même quand tu joues à 3, on imagine, on peut extrapoler en se disant qu'à 3 et 4 joueurs, ça doit être encore plus tendu dans les districts et tout ça, même si déjà il y avait de quoi faire à 2 joueurs, parce qu'effectivement, c'est vraiment quand même de l'emplacement, de la prise de territoire, donc tu sens le... Mais ce qui amène à la rigueur, mon point son défaut, ou le bémol que je mettrais, c'est que je m'attendais à un jeu où on allait avoir énormément la pression avec cette mécanique des attaques. Et en fait, finalement, les attaques sont peu pénalisantes. Elles peuvent être très pénalisantes, mais enfin, faut un peu le faire, en tout cas à 2 joueurs. Pour être pénalisé sur une attaque, faut un peu le faire exprès, quoi. Parce qu'en fait, potentiellement, tu risques la destruction de tous tes bâtiments. Donc tu vas me dire, waouh, c'est super violent. Quand tu liras, tu te dis, waouh, va falloir faire gaffe, attention, ça va être chaud patate. Mais en fait, pour que ça arrive, on va dire que c'est peu probable. Oui, parce qu'en fait, tu peux l'anticiper, comme c'est du jeu euro, en fait, ouais, tu peux très bien dire, c'est là où je voulais revenir, que effectivement, t'as des bâtiments, donc que tu vas débloquer des cartes et que tu vas garder toute la partie qui vont te faire des incomes, mais tu peux aussi avoir des portes, des gates, et tu peux avoir, les gates, ça te permet pas de te défendre, mais tu peux avoir des, l'équipe là, les donjons et les tours. Voilà, et ça, tu peux les construire, qui vont te permettre, de gagner des bonus, de faire tes réseaux, et d'avoir en fait, il y a des emplacements qu'on a, et quand quelqu'un se met à côté, on va récupérer des bonus en fonction de qui s'est placé à côté de quelle structure. Mais ces structures-là permettent de se défendre des combats, comme tu disais, et si tu en mets au moins une, et alors le pire c'est que moi au début je pensais dans la partie que si t'en mets au moins une, même si tu gagnes pas le combat, tu perds pas tes bâtiments, je dis bon du coup déjà c'est très fort, parce que si j'en mets au moins une dès le début et que je mets mes bâtiments, je sais que de toute façon je vais pas les perdre. Pourquoi pas, donc je perdrais le combat, je gagnerais pas de points de victoire, mais par contre je perdrais pas mes bâtiments. Mais par contre où c'est encore plus fort, c'est que si c'est l'adversaire qui a un bâtiment, ça c'est la point de règle d'ailleurs qui me semble bizarre, mais l'adversaire a un bâtiment pour défendre, et du coup tes bâtiments sont protégés par du coup tu perds oui, mais tu perds pas tes buildings pour autant. Si tu perds pas si la défense est victorieuse. Si la défense est victorieuse, oui. Ouais. Voilà, tu perds pas. Mais si la défense est pas victorieuse, tu perds tes bâtiments.
Ouais, mais quand même, tu vois, c'est quand même l'adversaire qui t'aide à te protéger. Ah oui, l'adversaire, s'il a blindé la zone, et que tu vois que s'il y a une attaque, ça craint pas parce que grâce à ses défenses, ben, toi, tu peux y aller, tu perdras pas tes bâtiments. Par contre, lui va se faire les points de victoire. Voilà. Alors, par contre, voilà. c'est en fait, moi, je trouve que les combats dans ce jeu, c'est un scoring. Et qu'en gros, ça veut dire que c'est ce que t'as fait, toi, t'as scoré tout le long comme ça. En gros, si t'arrives à gagner la valeur de combat, au début, la valeur de combat c'est 1, faut que t'aies plus, égal ou plus, je sais plus, c'est plus, hein. Oui, égal ou plus. Et donc, si t'as plus, en valeur de structure de tes tours et de ton keep, de ton fort, si t'as plus ou égal, bah, tu gagnes le combat et tu gagnes doubler les points si t'es tout seul, sur les trucs. Enfin, bref, voilà. Tu défends la ville. Tu défends, en fait, t'as une menace. Par exemple, si la menace elle est à 2, ça veut dire que tu vas avoir une attaque à 2. Il faut que tu arrives à avoir au moins 2 points de défense. Voilà. Tous les joueurs confondus. Toujours confondus, au moins 2 points de défense. Si on arrive à 2, c'est bon. On va alors tous ceux qui ont participé à la défense de la ville, ils vont gagner un point de victoire la menace, c'est-à-dire si la menace était à 2, ils vont se gagner 2 points de victoire. Et celui qui a le plus participé, il va gagner encore une fois ce nombre de points. Et si on a égalité, tout le monde gagne ses points. Et c'est vrai qu'à la fin, comme ça monte jusqu'à 4, enfin même 5, mais c'est plutôt le 4 qui fonctionne, ouais, 5. Et bah tu sais que tu vas pouvoir avoir 8 points, 8 points comme ça avec les combats. Donc c'est vrai que c'est un système de scoring qui dans le jeu est quand même important, mais c'est plus pour le scoring, je trouve, que pour le fait de pénaliser les joueurs parce que tu le prédis. Moi la question que je me pose, c'est que, parce que là on y a joué qu'à 2, est-ce que à 3 ou à 4, ou peut-être à 4, est-ce que c'est beaucoup plus, est-ce que c'est pas plus probable que tu te fasses raser tes bâtiments? Ça c'est peut-être plus probable, je sais pas. En tout cas à 2, faut vraiment un peu le faire exprès. Ouais, faut un peu le faire exprès quand même. Faut Oui, parce que tu peux arriver à la construire ta tour ou ton keep, t'arrives à les construire. Donc c'est pas trop compliqué pour arriver à les faire, pour préparer. Donc même quand t'es à 3 ou à 4, dans l'absolu, tu pourrais dire, bon, bah, du coup, je vais, avant de mettre plein de bâtiments, à la limite, j'en mets un, mais sinon, je vais d'abord faire un keep ou une tour pour protéger ma zone, et après, je vais construire au taquet là-dedans. Enfin, au taquet, sachant que quand t'es 4, tu vas pas construire tout seul, voilà, tu seras pas si au taquet que ça, mais, Et puis, on a été surpris, là, tu sais, quand on découvrait tous les deux le jeu, la première attaque qu'il y a eu, c'était sur un quartier où on avait ni toi ni moi de construction. On s'est dit, voilà, attends, qu'est-ce qui se passe? Moi, je commence à prendre le livre de règles, tu sais, alors, qu'est-ce qui va se passer? Bah, rien. Voilà, il y aura plus de combat après dans cette zone-là. Donc, c'est que c'est fini. Une fois que le combat, il est terminé. Y a plus rien. Et du coup, c'est là où tu te dis, bah, attends, il y a plus de combat là. On n'avait rien construit. Il y a des grues dessus. Ah, bah, vas-y, on y va à fond dessus. Bah, ouais. On ne risque plus rien. C'est ça. Et ça aussi, c'est un petit côté, bon, c'est t'as perdu le scoring de cette zone-là, mais par contre, pour le coup, après, t'y vas, c'est freestyle, quoi. Tu peux faire ton réseau, voilà. Ouais. Et c'est un jeu qui est rapide, hein, parce qu'à l'arrivée, je sais pas en combien de temps on a joué, mais c'est un jeu qui va assez vite, ça. C'est pas. On a mis combien pour y jouer? Je sais même 1 heure. Peut-être un peu. 1 heure et demie. Parce qu'il y a eu 1 heure et demie. Tout ça, parce qu'on connaissait pas et qu'on a lu les règles en même. Enfin, t'as revu un peu les règles. Moi, j'avais lu les règles, mais on a regardé vite fait, mais genre après, il y a pas eu de retour, tu sais, de prise de tête comme des fois dans les jeux. Attends, faut que j'aille voir si ça. Attends, faut que j'aille voir. C'était quand même. Moi, je t'ai expliqué en fait, donc je t'ai expliqué les règles. Et puis moi j'avais jamais joué non plus. Moi j'avais lu juste les règles, mais j'avais jamais joué. Donc je t'ai expliqué les règles et puis on a commencé à se lancer. Donc il y avait des trucs. Des fois il fallait juste confirmer, mais c'était quand même l'information. Et ouais, c'est facile à trouver. Et de mémoire, la mise en place c'est pas très longue non plus, quoi. Non. La mise en place, ça pas, non, en fait, ça pas, malgré la mise en place, en fait, t'as juste les, tu places les grues, quoi. Tu places tes grues Tu places tes grues, oui, ça, ouais, ici, il y a les mises en place pour tu vas piocher pour voir où se mettre les grues au départ. Tu vas piocher pour, quand tu joues à 2, pour mettre les quartiers morts, là. Les quartiers, les croix. Ouais. Ah si, au début on a mis du temps parce que tu rageais pour commencer à me dire ouais mais moi mon QG il est mal placé, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle. On avait débattu pendant 10 minutes dessus. Mais parce qu'en fait on a vu qu'à la fin en fait le QG c'était pas un bâtiment et que c'était pas un building et que c'était juste c'était la seule question à la rigueur. C'était le truc en fait ça donne 2 ressources si t'es à côté, parce qu'en gros donc chaque bâtiment, si vous reconstruisez à côté du bâtiment et que c'est vos propres bâtiments qui sont adjacents, vous allez récupérer les ressources
proposé par les bâtiments que vous avez adjacents et l'adversaire, si c'est lui qui est adjacent, il récupère les ressources. Donc ça vous donne des ressources un peu au début. Mais effectivement, il fait pas partie ni de la chaîne de bâtiments, ni de plein de trucs. Donc moi je disais au début, je dis c'est dommage, j'ai un QG, il faut que je puisse me bouger. Et là dans la mise en place, effectivement, qui était aléatoire, je me suis retrouvé à avoir mon QG qui était bloqué par des tuiles inaccessibles et par un problème de chemin. Mais en fait, on s'en fout. Pour résumer, quoi. En fait, on s'en fout. Voilà, c'est pas gênant. Parce qu'il compte pas parce que si tu comptes dans la ligne la plus grande et que ton QG il compte, bah ça pourrait dire bah c'est con, dès le début de la partie je perds un point deux points pour le coup Mais c'est la seule question qu'on s'est posée, ça a été la seule véritable question, à savoir est-ce que le QG compte comme un building ou pas, quoi. Et donc on en est arrivé à la conclusion que non. Ça aurait pu être plus clair sur ça, ça aurait pu être plus clair. Ouais, ça aurait pu être plus clair, mais vraisemblablement que c'est pas le cas, mais c'est pas un jeu où on va avoir des questions à se prendre la tête. Non, c'est quand même ça roule, quoi. C'est un jeu qui roule bien, qui roule très bien. Peut-être le seul point, après donc on a dit voilà, c'est les combats ou bon voilà, mais après c'est pas négatif quand tu joues, c'est juste qu'il faut l'imaginer autrement le combat qu'un truc avec de la pression. Par contre, on disait c'est un jeu qui est quand même accessible, qui que je pense qu'on peut faire jouer à plein de gens, même qui sont pas trop habitués à des jeux et tout ça. Par contre, c'est le prix quand même, quoi. C'est 70 €, quoi. Enfin, c'est pas 60? Non, il est à 70. 70? Ah ouais. 70 € pour le jeu, c'est dommage, en fait. Vous allez me dire, oui, il y en a plein des jeux, chers, plus ou moins chers. Mais là, ce genre de jeu, tu vois, je me dis, tiens, à 40 €, ce genre de jeu où je me dis, tiens, je pourrais tu mettrais pas des trucs un peu moins, qualitatifs. Ouais, mais parce qu'il pourrait être accessible à plus de gens, en fait. Là, ça le rend accessible à moins de personnes. Enfin, je sais pas, après, en fait, tu payes deux choses à ce jeu. Tu payes la licence Donjons et Dragons. Et tu payes les figurines en plastique des gates, des keeps et des watchtowers. Ouais, mais donc c'est pour ça en fait, parce que t'as quand même mine de rien, t'as vu, t'en as des figurines plastiques. Ouais, au final. Dans ce cas-là, tu mets les bâtiments aussi. Moi, je te disais, quitte à faire ça. Moi, j'ai pas les bâtiments, c'est con. Je dis, tu me mets tout. Je veux mes bâtiments. Parce que pourquoi j'aurais mes bâtiments en tuiles et après, à côté de ça, enfin, tu es en tuiles, tu mets ton. Parce que si, tu sais pourquoi? Pour la visibilité, pour le cube que tu mets dessus, mais même pas, tu peux le mettre. Non, pour le cube et pour le bonus. Parce qu'en fait, sur tous les bâtiments, tout ce qu'ils appellent les fortifications, donc tous les bâtiments militaires et les portes, le bonus, il est imprimé sur le board. Alors que pour les autres bâtiments, comme tu peux les construire n'importe où, il est imprimé sur la tuile. Ouais, exact. C'est pour ça qu'ils ont pas mis un... Mais du coup, ça fait bizarre quand même. C'est-à-dire que t'as des bâtiments qui sont en 2D, là, tout à plat. Et à côté de ça, t'as des tours et des trucs machin qui sont en 3D. Et, quitte à faire ça, pourquoi tu rends pas le jeu moins cher pour le faire jouer à plus de monde? Et donc, je pense que ça va être quand même un frein. Alors après, il est que en anglais. Ouais, de toute façon, des freins, il y en a plusieurs, déjà. Il est qu'en anglais. Après, il n'y a pas de texte, sur le jeu. Donc, si t'as les cartes, oui, mais t'as les cartes, il y a un texte. Bon, c'est pas très compliqué, mais il y a du texte quand même un peu sur les cartes. Simple, mais il y a quand même du texte. Donc c'est en anglais, c'est premier frein. Deuxième frein, bon, sans doute le prix. Troisième frein, comme c'est en anglais, on peut le trouver en boutique, mais que dans certaines boutiques, va falloir chercher un petit peu quand même. Je sais que Ludum en avait, mais c'est fini. La précommande est épuisée. Il y avait la caverne du troll, je crois que ça s'appelle. Ouais, après les gens sont sûrs, ils ont bien trouvé. Ouais, enfin ils en ont, voilà. Mais moi tu trouves pas partout, quoi. Ouais. C'est une petite diffusion parce que c'est directement en WizKids, donc je pense que c'est de l'import, quoi. Mais tu vois, après je me dis dans l'absolu, si c'est un jeu super expert, tu dis c'est pas gênant, ça me gêne pas. Là, je trouve ça dommage parce que tu pourrais le faire jouer à plus de monde. Enfin, il y aurait plus de monde qui pourrait ce genre de jeu, tu le sors en français à 40 balles avec pas de figurines machin, avec juste des tokens comme tes bâtiments. Bah, de toute façon, t'as bien les bâtiments en tokens, donc enfin voilà, en tuiles. Et à l'arrivée, c'est un jeu qui peut vraiment arriver dans beaucoup de ludothèques, quoi. Enfin, pour les joueurs famille plus initiés, tu peux avoir beaucoup de monde qui peut y jouer et qui peut vraiment prendre plaisir à jouer à ce jeu-là. Donc, je trouve c'est dommage. Voilà, un peu le côté frustration. J'aurais tendance à dire que c'est ça, quoi. C'est le truc de l'accessibilité au jeu, non pas en termes de gameplay, mais en termes de tout ce que t'as cité, quoi, auparavant. Ouais. Et puis le prix un peu cher, effectivement. Voilà pour Donjons et Dragons. Alors, c'est Builders of Baldur's Gate. Et là, une autre nouveauté qui arrive en novembre, c'est un jeu qui est localisé en français par Super Meeple, que vous avez pu voir sur mes vidéos Vichy Pro, que je vous invite à voir d'ailleurs. Donc il nous avait Philippe, donc de Super Meeple, nous avait montré, en fait, m'avait montré le plateau, tout ça, mais dit c'est la nouveauté issue d'un Kickstarter, d'un financement participatif. Et suite à Vichy Pro, toi tu m'as dit que tu avais pris le KS, tu m'as dit je l'ai à la maison, et donc le KS.
Alors, La préco Super la Meeple. préco, ouais, la préco. La préco Super Meeple sur le site Super Meeple. Tout à fait, c'est pas pareil que le KS. Parce que le KS d'ailleurs, il avait eu quand même 8000 contributeurs, plus de 800 000 $. Donc c'était quand même, tu vois que c'est le jeu, il a été quand même assez soutenu par les gens, tu vois qu'il y avait eu de l'engouement sur ce jeu, qui est en deux mots, qu'est-ce qu'on pourrait dire en fait, c'est une agence touristique pour aller dans l'espace, quoi. En fait, tu vas envoyer des visiteurs dans l'espace, et le concept est assez rigolo d'aller faire du tourisme dans l'espace. Et comment tu vas faire pour construire tes fusées. Dans les fusées, est-ce que tu vas avoir, au lieu d'aller dans un train ou d'être dans un parc d'attractions, c'est à l'intérieur de ta fusée que tu vas pouvoir moduler ta fusée pour avoir des trucs sympas pour tes visiteurs. Ça, c'est assez rigolo. Et après tu pars dans l'espace, tu fais un peu de scoring, tu reviens et t'as tout un système, c'est du jeu complètement euro évidemment, pour faire en sorte d'optimiser au max tes actions pour avoir le plus gros score à la fin de la partie. Mais eh bien, c'est différents types de clientèle. La clientèle aventureuse, la clientèle qui soit de la détente, la clientèle familiale, ça c'est rigolo. Ça. Donc le thème est sympa. Le thème est sympa. Voilà. Donc toi, tu avais effectivement, le Kickstarter avait bien marché. Toi, tu avais pris la préco de Super Meeple et donc tu l'as reçu en boutique. Il sort au mois de novembre. Donc on l'a pris. Un peu. Il va très bientôt arriver. Il a un mode solo. Il a les solo jusqu'à 4 joueurs et c'est vrai qu'il est pas mal acclamé par tous les gens qui le testent. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Toi, t'avais déjà fait une partie en solo et Alors moi j'ai fait une partie en solo et 2 parties à 3 joueurs. Donc tu vois, on l'a découvert ensemble. En multi. Pas comme Baldur's Gate parce que moi j'avais fait qu'une partie, mais c'était ma partie découverte en solo. Donc tout seul, la partie découverte en multi c'était avec toi et puis j'ai rejoué une partie hier soir. C'est le gros jeu euro du moment quoi. On va dire c'est le gros jeu euro de la fin d'année. Il est pas tout seul, hein, mais on va dire c'est celui sur lequel il y a eu quand même pas mal de communication. C'est un gros jeu de poste d'ouvrier, un jeu de programmation. Est-ce qu'on pourrait pas dire aussi que c'est finalement un jeu aussi de course sur la complétion des objectifs ou les cubes du moins, voilà. Ça fait penser. Alors je comprends pourquoi. Beaucoup le comparent, je sais pas s'ils le comparent, mais ça rappelle chez pas mal de personnes les jeux de Lacerda un petit peu. Ouais. Même si je pense qu'on n'est pas aussi, c'est pas aussi. Dans le visuel peut-être lourd. Aussi, mais. Oui, parce que c'est Yann O'Toole. Parce que c'est du Yann O'Toole, C'est ça. Voilà, donc ça rappelle un petit peu ça, les Eagle Griffons Game, là. Donc, voilà, ça fait très gros jeu euro, on sent qu'on arrive dans une usine à gaz. Mais finalement, je trouve que, alors comment dire, je sais pas quoi, j'ai des éléments mitigés à dire. C'est-à-dire que je trouve qu'à la fois les règles sont pas si compliquées que ça. Une fois que tu les connais, mais on va dire ça de 99% des jeux. Mais en même temps, il faut se les farcir. Je veux dire, il y a des éléments, ou du moins dans la présentation, là pour le coup, c'est un jeu, je trouve, qui est difficile à expliquer. Voilà. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est un jeu qui est difficile à expliquer. Une fois que tu joues, c'est en fait tu dis en fait c'est pas dur comme jeu expert. En fait, quand tu joues, tu dis en fait c'est pas compliqué. En fait, mais quand tu expliques, tu dis c'est galère à expliquer pour que les gens comprennent comment ça marche. En fait, il y a une partie qui est facile à expliquer. Toute la partie poste d'ouvrier, en fait, elle est facile à expliquer parce que c'est du connu, c'est du fait et refait. Bon, ça c'est facile à expliquer. Hein, tu dis voilà, tu poses un ouvrier, mais le problème c'est que le flow du jeu, la structure du jeu, elle se limite pas à poser des ouvriers. Et donc t'as la partie je lance un vaisseau, t'as la partie quand un vaisseau est dans l'espace et en fait ça t'oblige à expliquer tout le côté clientèle, les clients, comment tu gères les clients, comment tu les fais venir sur une croisière, qu'est-ce que c'est une croisière, comment tu prends une croisière. C'est là où on n'est plus dans la pose d'ouvrier. On est dans le côté programmation et c'est galère à expliquer ça. Ça veut pas dire que c'est pas bien, hein, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, c'est dans les premiers pas dans le jeu, ça c'est un petit peu ce côté-là. Attends, parce que il y a une façon de compter quand tu vas de destination en destination, c'est pas la même chose que quand tu fais quand t'es dans l'espace ou que quand tu vas faire ta pub là. Il y a des trucs à calculer pour savoir combien tu gagnes de ressources ou de points de victoire ou de machin et de bidule. Ça faut avoir quelques parties dans les pattes, je pense, pour parvenir à une certaine fluidité dans l'explication. Parce que hier on y a rejoué. C'était plus simple, mais avec Nathan, lui il capte vite et puis c'est pas quelqu'un, tu sais. En fait,
Si t'as des joueurs qui veulent connaître les règles de A à Z avant de jouer, là, waouh, chaud. Ça va être chaud, quoi. Ouais. Si t'as des joueurs qui ont plutôt un profil, vas-y, on joue, tu nous expliques ce qui est vraiment indispensable. Et encore que, parce que l'histoire de la clientèle, c'est quand même assez indispensable. Bah oui. Donc, Non, il y a plusieurs mécaniques qui sont imbriquées et qui sont pas spécialement au départ enfin, c'est pas très intuitif, voilà. C'est pas intuitif de savoir comment ça fonctionne, et donc la pose d'ouvrier c'est intuitif, mais le reste de comment tu fonctionnes pour contrer ta fusée, de comment tu vas aller là-haut, qu'est-ce qui va se passer dans les étapes, parce que c'est deux étapes de jeu un peu différentes, fait que, t'as du mal et en plus, quand tu lis les règles, on te dit, un tour de jeu, quand un joueur joue, d'abord, il fait avancer son vaisseau. Sauf que c'est ce que tu après, fais pas tout de suite, ça. Et c'est ce que tu fais pas. Tu vas le faire, mais après, parce que c'est un peu le sel du fait, c'est ce qui va te rapporter des points. Mais au début, tu le fais pas. Mais tu commences par là dans ton tour de jeu. Donc tu dis aux joueurs, bon alors il y a 3 étapes, bon la première on s'en fout, alors qu'elle est super importante, mais tu l'expliquer là, tu vas perdre tout le monde. T'as ensuite le côté où tu vas poser les ouvriers, et après éventuellement une partie où tu vas faire du scoring. Mais c'est cette partie vaisseau dans l'espace, et après voilà, c'est là où c'est pas évident. C'est pas évident dans l'apprentissage. Et dans la lecture des règles. Dans la lecture des règles aussi. Mais c'est pas qu'elles sont mal faites, elles sont bien écrites, les règles. Mais la première chose que tu lis, c'est pas ce que tu fais en premier. C'est pas ce que tu fais en premier, c'est déstabilisant, quoi. Voilà. Après, ce qui est rigolo, c'est que c'est le plus gros jeu expert, enfin c'est le plus gros jeu qu'on a fait sur notre session de 24 heures, par rapport au jeu qu'on a cité précédemment. Et pour autant, alors c'est celui aussi qui était le plus galère à comprendre aussi quand tu l'as expliqué, par rapport à tous les autres, par rapport au jeu des dinos et tout ça. Mais pour autant, quand on a joué, c'était pas celui qui était le plus compliqué pour comprendre comment fallait scorer. Tu vois, c'était le seul où j'ai gagné du coup la partie, où j'ai réussi à m'en sortir sur celui-là quand on a joué. Et parce qu'en fait après t'arrives quand même enfin voilà, même si faut arriver à gérer, comme tu disais, faut maîtriser quand même cette histoire de fusée et tout, mais tu t'es pas perdu dès le début, t'as quand même tu sais un peu quand même ce qu'il faut faire, t'arrives à voir un peu l'embranchement. Après encore une fois, moi j'ai qu'une partie, ça sera toi qui le diras après X partie, mais j'ai quand même l'impression que c'est le genre de jeu quand même où t'as quand même un peu un espèce de fil conducteur de globalement il faut quand même faire un développement par étape, et qu'à certaines étapes c'est compliqué de passer outre, genre enlever les engrenages pour pouvoir te placer sur des lieux pour y avoir accès et pour ensuite pouvoir débloquer tes ressources. Bah si tu passes pas par ça, comment tu fais pour avoir des ressources pour faire ta fusée? Donc à un moment donné t'es quand même obligé de sortir de faire des actions pour sortir tes engrenages de ton plateau de joueur, pour pouvoir avoir plus de zones pour mettre tes ressources, quoi. Donc mais en fait alors oui et non, parce que hier on a fait une partie, je te disais, et en fait Nathan, moi, même s'il a fini dernier, il nous a démontré l'inverse. Alors tu vas dire, ben s'il a fini dernier, c'est que ça marche pas. Ouais. Mais si, en fait, c'est tout simplement pourquoi, parce que lui, des 3 joueurs, c'est celui qui a le moins développé ses engrenages. Ouais. Ok. Il finit juste à 1 point ou 2 derrière Steph, qui avait mis tous ses engrenages, donc il prend 30 points. Ok. Lui, il en fait pas un, il a même pas 5 points. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il avait mal compris la règle, tu sais, comment tu gagnes et en fait, il avait enlevé un peu des engrenages. Il pensait que c'était à la Blood Rage, que c'était par ligne. Alors, j'avais dit à un moment donné, mais comme il m'a dit, ouais, c'est bon, j'ai compris. Alors que c'est colonne, tu vois. Et lui, il me dit, je croyais que j'avais 15 plus 5, j'ai fait, ben non. Et en fait, au dernier tour, il s'enlève un engrenage, mais il s'est enlevé le mauvais, si tu veux. Ouais, je comprends. C'est que normalement, il devrait avoir 5 points de plus, et sur 5 points de plus, rien qu'avec 5 points de plus, il passe devant le deuxième, qui lui score 30 points sur les engrenages. Mais là, tu parles des extrêmes. Mais je dis pas qu'il faut faire que je dis pas que le jeu t'oblige à faire que un truc à fond. Je dis juste que t'es obligé de passer par certaines étapes pour pouvoir aller quand même développer ta fusée, et que t'as quand même des étapes qui sont un peu... t'as pas un truc de dire je vais partir sur un tel style de scoring, et dès le début je vais faire ça d'abord et pas ça. Mais tu dois construire tes segments, tu dois construire tes segments. Tu dois faire ta pub, choisir d'abord choisir une croisière, mettre ton steward dessus, après lancer ton truc. Il faut faire les choses.
Il faut faire les choses en ordre. Après, est-ce que tu repousses ou pas? Comment tu le fais le mieux, en fait? C'est vraiment c'est un jeu d'optimisation, je pense. Plus que de choix encore que hier, je t'ai envoyé un message hier. Hier, on a, dans cette deuxième partie à 3, l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est la puissance et l'importance des cartes. Et on a cyclé toutes les cartes hier. Hier, on a fait le tour. Ouais, et on a mélangé la défausse et en fait on s'est aperçu que tu sais un truc qu'on n'avait pas fait nous dans la première partie, tu sais quand l'action on prend des cartes, on prenait 2 cartes après on faisait autre chose, mais en fait prendre 4 cartes c'est pas mal parce qu'en fait les cartes on va dire 8 fois sur 10 elles ont des trucs vraiment puissants et ça te permet de faire d'après de jouer tes actions avec des gros effets derrière, mais des gros effets quoi, des trucs incroyables quoi, des faits incroyables. Moi à un moment donné j'avais pris une carte, c'était quand je fais revenir un ouvrier je peux renoncer à mon income, tu sais, et à la place je gagne 6 pièces. Donc, tu sais, quand tu galères 2 pièces. Tu parles des ouvriers, justement, au début, on en a que 2. Hein, et en fait, ça fait pas beaucoup de ouvriers pour de la pose d'ouvrier, et tu peux débloquer jusqu'à 2 autres, mais en fait, tu te dis, en fait, si tu pars dans l'espace, t'en as un qui est pris que dans ta fusée, et donc ça me semble compliqué quand même de dire, en fait, je vais jouer, je vais scorer avec seulement 2 ouvriers, je le débloquerai jamais. Alors je dis pas que tu peux pas le faire, mais tu dis quand même, t'as un peu, si tu as une action de plus quand même dans le jeu, c'est quand même, avec les spécialistes, c'est quand même pas mal. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est difficile. Oui, ouais. Tu pars directement dans la fusée avec si tu veux aller directement rusher la fusée direct, et que tu mets un perso direct dans ta fusée, tu joues avec un seul perso sur la pose d'ouvrier. C'est donc il faut attendre un petit peu. Tu fais pas direct. Moi la question que je me pose en ce moment, mais j'ai pas assez de parties, c'est je suis pas certain à l'heure actuelle, peut-être que ce que je dis c'est pas vrai. J'ai pas l'impression que tu peux vraiment rusher les fusées. Ça nécessite. C'est ça. Tu peux pas trop les rusher les fusées. Alors moi est-ce que tu peux partir avec une fusée avec 2 segments où tu prends un personnage, peut-être je sais pas, peut-être ça se fait. Je sais pas, j'en suis pour le moment, je dirais que voilà, je suis pas trop de cet avis, mais parce que j'ai que 2 parties, donc 3 avec le solo, donc moi je suis encore en mode de découverte, on va dire. Mais ouais, quel est l'intérêt? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de partir vite, d'aller... Mais c'est pour ça que je te dis que c'est assez scripté quand même, tu vois, tu peux pas dire tiens, on va faire pump it up, on va faire la fête dans les fusées. De partir champ gauche là, partir d'un truc, tu sais, moi je vais faire un truc comme tu vas je vais faire 4 fusées, attends déjà mec, sur chaque fusée que tu vas faire, ça va être assez long pour les faire, et puis il faut que si tu pars pas avec, du coup tu vas avoir des malus, donc il faut tu peux pas le... Surtout tu peux en faire que 3 au départ, il faut aller débloquer, déverrouiller, donc ouais. Moi, au bout de la 3e partie, moi, ce que je me dis là, encore une fois, je parle, c'est quelqu'un qui a fait que 3 parties, dont une solo de découverte. Hein. Je suis en train de me dire que est-ce que on accorde pas trop d'importance à la couleur de la clientèle, parce que j'ai l'impression que finalement, c'est pas si important que ça. Ces histoires de clientèle, tu sais, client orange. C'est pas si dur d'avoir les bonnes couleurs. C'est pas si dur d'avoir. C'est pas si dur. Et puis quand tu les as pas, c'est juste que tu payes de la pub pour scorer, je veux dire. C'est juste que tu payes une pub de plus, quoi. Pour un peu t'as la techno qui rentre en jeu et qui te permet de payer une pub de moins pour quand tu. T'as pas les effets. Le truc c'est que t'as pas les effets des cartes dans la galaxie, donc c'est un peu. Dans l'espace. Ouais, dans l'espace. Voilà. Ouais. Par contre, tu scores pareil, hein, en réalité. Oui, le score c'est pareil, mais c'est les bonus que tu as. C'est pareil. Ouais. Donc moi à la fin. Quoique non, j'avais les persos qui correspondaient, mais je veux dire, il y a un moment donné, j'ai fait, je crois, ou c'est Nathan, je sais plus, il a fait 12 points avec ses touristes, il a fait 12 points, quelle que soit la couleur, ils s'en foutent, même s'il avait pas les bonnes couleurs, il aurait pu payer mais t'as pas tes petits bonus en plus. Les petits bonus, c'est toujours, pour l'optimisation, c'est toujours bien d'avoir les petits bonus en plus, tu vois, donc. Les petits bonus, ils sont bien, ils sont bien quand tu les massifies, quoi. C'est-à-dire que, si c'est pour gagner, 2 pièces, ou, tu vois, par contre, moi, à un moment donné, j'ai fait ça avec les bonus, j'avais bien optimisé, tu sais, quand on est allé dans l'espace, en plus, mon petit ouvrier pouvait se transformer en touriste de la couleur que je voulais. Donc t'imagines, il y en avait un en plus que dans l'espace, hein. Et du coup, je me suis gagné, j'avais 3 x 3, ça faisait 9. C'est-à-dire 3 d'une couleur multiplié par les installations de la bonne couleur dans la fusée. Ça m'a fait, c'était sur le point de victoire, ça m'a fait 9 points de victoire. C'est quand même intéressant, quoi. Ça revient à marquer c'est les points que tu marques sur une destination, quoi, on va dire. Donc c'était intéressant. C'est vrai que dans ce jeu, t'as le côté plateau joueur, donc vous avez un plateau où vous allez avoir vos 2 personnages de départ que vous allez pouvoir placer après sur le plateau commun. Où vous allez pouvoir vous positionner pour faire des actions, et quand vous y êtes logiquement, du coup vous avez l'emplacement, et après vous pouvez avoir des engrenages entre
qui relie les différents emplacements Les d'action. bâtiments, ouais. Voilà, différents bâtiments pour pouvoir accéder à un bâtiment, même si vous n'êtes pas dessus, si vous êtes adjacent. Ça permet d'avoir plus de marge de souplesse parce qu'à chaque fois tu peux faire 2 actions et donc ça te permet de prendre les actions d'un endroit à d'un autre. Donc le placement est intéressant dans ce jeu. Et l'évolution de votre... souple. Ouais, c'est très souple comme... Et l'évolution du plateau joueur aussi, parce qu'en fait tu enlèves tes gros engrenages un peu à la side. Bah, quand tu enlèves les engrenages, t'as plus de place pour mettre tes ressources. Et en même temps, quand tu pars dans l'espace, tu vas avoir des jetons. Ça c'est un peu compliqué au début à comprendre. Alors là, expliquant 2 secondes, c'est pas possible. Mais tu pars dans l'espace, tu vas avoir un jeton que tu vas pouvoir retourner qui te fera des bonus. Et après, quand tu vas le mettre dans différentes pistes, ça va te donner des bonus supplémentaires. Donc t'as une évolution entre guillemets de ton plateau joueur qui est intéressante, mais qui est un peu galère à comprendre. Ce qui fait qu'il y a pas mal de lieux, mais en même temps il y a pas de trucs très originaux. Ça reste du classique c'est juste que le thème est sympa. L'original, c'est le fait de la programmation de partir dans l'espace. Quand même. Voilà. Aussi, il y a quand même des trucs. Je trouve que la construction des fusées avec la clientèle, si ça se trouve, c'est pas mal. Il y a une belle originalité là-dessus, quand même. Après, la mécanique générale, il y a pas de truc original sur c'est de la pose ouvrier, mais c'est ce qui est tout autour de cette pose ouvrier. Comment c'est amené, c'est pas mal. C'est la fusée. Enfin, pour moi, c'est la fusée, le truc vraiment, la fusée, les voyages. Les voyages. Les voyages, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce qu'en fait c'est de la pose d'ouvrier qui va te permettre de programmer l'explosion pour le coup. L'explosion, la fusée qui part, c'est en fait ton moteur à point, une bonne partie de ton moteur à point, quoi. C'est pas ce que tu fais le plus dans la partie, tu fais quand même ta pose d'ouvrier. Et non, c'est ça. Mais tu fais tout ça pourquoi? Pour préparer au mieux. Pour partir pour ça. Ouais, c'est ça. Alors après, effectivement, quand on joue, c'est pas parce que t'as un emplacement et les autres peuvent prendre ton emplacement et ou ils prennent ton emplacement et du coup tu prends un bonus parce qu'ils ont pris ton emplacement, ou l'autre qui prend d'ailleurs tu peux prendre l'emplacement et prendre aussi un bonus si t'es un spécialiste, donc ça c'est marrant aussi à faire quand t'as le personnage. Non, alors juste, ça pas forcément. Et ça, c'est ce qu'il faudrait dire sur le jeu. C'est un jeu qui est très modulable. Ce qui fait que nous, on avait fait la partie avec l'initiation. Hier, on a fait la partie standard. Et oui. Alors ça change. Parce que du coup, on s'est plus servi un peu plus. Nathan s'est servi à payer les autres pour faire certaines actions. Tu vois, parce que c'était complètement découplé, elles sont pas optiques dans une partie standard. Dans la partie d'initiation, le couple d'actions c'est optimisé. Et là, en fait, tu mets tes petites plaquettes, donc on va avoir, en fait, à chaque emplacement, on a 2 actions. Et dans la partie d'initiation, on s'est imposé. Dans une partie standard, tu mets au hasard ces couples d'actions. Voilà, complètement au hasard. Et le pouvoir de l'ouvrier expert est modulable. Donc hier, nous, par exemple, ce qu'on avait, c'était pas ce que tu disais, c'était chaque fois qu'on posait cet ouvrier expert, quand on est amené à payer quelque chose, on avait une réduction de moins 1 crédit. C'était pas mal. Sur la partie d'initiation, c'est vrai que donc d'initiation, tu as toutes les règles sans les extensions, mais par contre, tu avais ce côté de tu te places adjacent sur la zone à côté. Si tu as un engrenage, tu peux faire l'effet de l'endroit où il y a un mec, et du coup comme ça tu lui donnes pas de bonus, et pourquoi on va dire que le fait que ça soit très assez libre, ça fait que les interactions sont quand même très limitées. Enfin, en fait, en gros, de toute façon, après, on va pas se mentir, il y a pas, les interactions dans le jeu, elles sont pas très présentes, elles sont pas très, Donc on va dire que c'est plutôt positif, parce qu'en fait, là où t'as le plus d'interaction, c'est quand quelqu'un vient se mettre là où t'étais, il t'éjecte, et toi, ça te fait gagner un income. Voilà. Un revenu. C'est plutôt positif. Et le seul truc où on peut t'enquiquiner, c'est de te prendre la croisière que tu voulais en plaçant le steward, parce que là, par contre, il n'y a plus rien à faire, et en te piquant les clients les moins chers. Mais c'est très, oui, c'est assez limité. C'est assez limité. Donc ça reste du jeu euro avec, j'embête pas trop le joueur d'à côté, je fais ma réflexion, je fais mon tour de jeu, l'autre il joue et vas-y. Oh non, mais c'est vrai, non, c'est ce que tout à fait ça. C'est pas un jeu où il y a de l'interaction, tu vas t'en mettre plein la tête, mais les gros joueurs euro, souvent c'est ce qu'ils aiment, quoi. Dans le multi, voilà. Nous à la maison, on est plutôt comme ça, quoi. On est plutôt comme ça. C'est pas qu'on aime pas quand il y a de l'interaction, mais ça nous dérange pas quand il y en a pas. Alors avant de donner mon avis sur mon ressenti sur le jeu en multijoueur, est-ce que tu pourrais nous dire en solo, toi, ce que t'en as pensé, parce que t'as joué solo, même si t'as pas fait 50 parties solo. Est-ce que le bot il est compliqué? Est-ce que c'était sympa? Tu vois, moi par exemple, qui est sur ce genre de jeu, moi quand je joue des jeux euro, je préfère y jouer en solo. Et c'est vrai que j'ai du mal à me projeter sur le jeu pour me dire, est-ce que c'est corsé dans le challenge? Est-ce que l'IA est pas trop galère? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ton expérience là-dessus, sur la lecture des règles, quoi?
Alors, la lecture des règles, c'est compliqué parce qu'en fait, quand tu t'es tout seul, que tu lis les règles, il faut que tu te farcisses les règles de base. Avec ce qu'on dit tout à l'heure sur au début, il y a certaines mécaniques qui sont pas évidentes. Même si je tiens à dire quand même que le livret est très bien écrit, la traduction elle est excellente, c'est très clair, c'est très bien. Mais t'as déjà quand même, on va dire, c'est assez velu. Plus tu rajoutes le solo, donc t'as quand même quelques pages de plus. Et une fois que t'as lu tout ça, c'est allez vas-y maintenant. Donc la prise en main c'est pas facile. Mais en fait, en réalité, tu vas te rendre compte rapidement que le solo, après cette lecture des règles, où tu dis attends qu'est-ce qu'ils veulent dire, ok. En fait, le solo il se joue très bien. Il est, c'est très fluide. C'est très fluide. Tu retournes une carte, tu fais ce que te dit la carte et hop, ça avance et après. Il se joue j'ai été surpris de la rapidité avec laquelle tu joues le tour du solo. Je m'attendais, tu sais, souvent les gros jeux euros comme ça, quand t'as un automate, c'est une usine à gaz. Si t'as pas ça, c'est pas ça. Ah ouais. Là, non. Là, franchement, c'est très bien. Par contre, t'as plusieurs niveaux de difficulté. Donc moi, je joue en niveau facile. Et pour le coup, ça a été très facile. Alors après il y a des règles attention que j'ai mal faites. Il y a certaines qui ont été à mon avantage, mais d'autres à mon désavantage. Mais j'ai trouvé le solo en mode difficulté facile, très facile. Mais après moi c'est ma partie découverte, donc on va dire ça compte peut-être pas, mais je pense que après il faut y jouer un niveau intermédiaire au moins. J'ai pas essayé après le niveau intermédiaire, mais c'était quand même facile. Alors avec le bémol que j'ai fait quand même quelques erreurs de règles, mais tu vois j'ai mis je sais plus. Ouais, on devait être à une centaine de points, quoi. Mais bon, on va dire qu'il y a des erreurs de règles, donc peut-être qu'en vrai c'est pas autant. Mais moi, dans le solo, partie d'initiation, j'ai eu l'impression de faire tout ce que je voulais faire. C'était pas. Alors qu'à la fin, j'avais débloqué tous les, qu'on appelle ça. J'ai débloqué tous les engrenages, j'avais retourné tous mes cockpits, j'ai fait tous mes lancements de fusées que je voulais faire. J'avais plein de ressources, voilà. Alors après, pardon, je suis allé voir, c'est parce que en mode très facile, enfin je dis mode c'est le mode facile, mais en fait c'est très facile, c'est parce qu'en fait il y a une mécanique normalement où l'IA, quand tu joues dans un niveau de difficulté un peu plus élevé, elle joue 2 fois. En fait tu multiplies les chances qu'elle ait de jouer 2 fois, donc elle joue très souvent 2 fois. Alors que là dans le mode très facile, elle joue la plupart du temps elle joue 1 fois. Donc ça quand même ça change beaucoup quand même, ça change beaucoup. Non, c'est rigolo parce que ça après ça titre personnel. C'est vrai que quand je joue quand il y a plusieurs niveaux sur un mode solo, moi j'ai tendance à prendre le mode normal et je me dis comme ça, si jamais je le gagne, j'ai pas besoin d'aller sur le facile. Et si je perds, je vais aller sur le mode facile parce que ça veut dire qu'il est challenge et ça me permet d'avoir plus rapidement de voir un peu le niveau de challenge du solo parce que si je gagne en mode normal, la partie d'après je ferai directement le mode difficile parce que moi ce qui m'embête sur les solos, c'est si jamais en 1 ou 2 parties tu gagnes le bot et que tu arrives à peu près à le reproduire, il y a plus d'intérêt pour moi de le sortir en solo et je cherche vraiment des jeux où en solo, je dis il faut vraiment que je me fasse dégommer par le jeu pour que justement je le ressorte pour le côté vas-y parce que sinon j'y vois moins de saveur. Mais après ça peut moi si tu veux j'en étais pas là, j'en étais pas à ce genre de réflexion, j'en étais juste à débroussailler le jeu. Comprendre les règles. En fait, je voulais comprendre les règles parce que j'ai vu que il y avait un tas de trucs, il y avait ces histoires de quand tu lances ta fusée, quand tu la fais avancer, j'étais attends, donc on va partir sur un truc pour faire tourner les règles. On va faire tourner les règles. Moi, l'idée c'est de faire tourner les règles. Donc maintenant que j'ai les règles, là ça va. Faudrait voir ce que ça donne du solo. Alors quand j'ai dit à 3 niveaux de difficulté, c'est vrai, c'est pas vrai. En fait, on peut considérer qu'il y en a on pourrait peut-être considérer qu'il y en a 6 parce que t'as le niveau 1, 2, 3, puis t'as le niveau 1 plus, 2 plus, 3 plus. D'accord. Okay. Donc tu vas rajouter un petit truc qui fait que tu passes au niveau plus. Donc tu peux jouer au niveau facile plus avec un petit truc qui vient. Voilà. Donc tu vois, c'est assez modulable ça aussi la difficulté pour pratiquer le solo. Moi ce que j'ai aimé encore une fois, c'est que voilà, c'est pas j'ai pas passé plus de temps sur le tour de l'automa que sur mon tour. Donc, et ça c'est chouette. Ouais, j'ai joué. Et ça c'est chouette. Ça j'ai bien aimé et quand je suis sorti de là, je me suis dit ah ouais, c'est chouette, il est chouette ce jeu. Après je me suis rendu compte à la fin ça j'ai mal fait, ça j'ai pas fait. Ah ça en fait ça se joue pas comme ça et tout. Bon mais c'est normal, c'est une première partie quoi. Surtout que tu sais en fait c'est comme si tu gérais 2 règles à la fois quoi.
T'as les règles du jeu et les règles de l'automa, tu sais, même si après tu te dis, ah ben finalement, c'est pas si compliqué en fait. Mais voilà. Moi, j'ai hâte que tu fasses d'autres solos pour me donner ton retour sur le solo, parce qu'effectivement, comme je disais sur les vidéos précédentes, c'est le genre de jeu... Vas-y. J'allais dire, alors, c'est pas certain du tout, parce que figure-toi que Steph, hier on a rejoué, elle a vachement accroché au jeu. Ok. Donc c'est un jeu qui lui plaît, Donc tu vas jouer en multi, ben, on risque, tu vois, voilà, quoi, si ça lui plaît, Parce que pour le coup, par rapport à mon ressenti, par rapport à tous les jeux qu'on a joués, c'était rigolo parce que j'ai critiqué Hellbringer dans notre partie A2 par rapport à la partie A2 en tant que telle et non pas le jeu en lui-même. Donc dans le classement, on aurait pu dire qu'en fait Hellbringer c'était le jeu que j'aurais le moins apprécié dans tous les jeux, mais c'est pas le jeu que j'ai le moins apprécié, c'est son mode de jeu que j'ai le moins apprécié. Alors que celui-là, si je devais mettre un classement de tous les jeux qu'on a joués, ça serait celui que je mettrais le plus bas en fait dans le top. Alors que j'ai pas eu de frustration comme dans les dinos avec le fait de mes actions, j'ai pu faire ce que je voulais, ça s'est bien passé et tout, mais ça me correspond pas en tant que joueur. Donc là c'est pas le jeu qui est pas bien, c'est que moi en multi je le sens, j'ai pas envie de jouer à ce jeu là en multi quoi. Enfin je veux dire par là, c'est pas ce style de jeu que je vais sortir en multijoueur, parce qu'il y a pas assez d'interaction, parce qu'en multi j'ai envie de sortir d'autres jeux, ou même en jeu euro je préférerais sortir d'autres jeux. Donc c'était pas, voilà, ça a pas été un coup de cœur pour moi. C'est un peu comme, tu vois, Civolution, on en avait parlé, hein, où à l'arrivée, pourtant je gagne, mais à la fin je fais j'ai pas eu de, tu vois, un plaisir, voilà, un plaisir après. Pourtant c'est un jeu où tu programmes, j'aime bien programmer et tout ça, mais en multijoueur, j'ai envie de jouer à autre chose, tu vois, j'ai envie de jouer à un truc où tu recherches l'interaction. Hein, ouais, j'ai envie de regarder ce que vous faites sur vos plateaux, d'avoir plus. Alors là, on en a, parce qu'on dit ça, mais évidemment, t'as des objectifs, t'as une course au point. Donc ça y est, le premier truc faut que je sois le premier à faire la course au point pour avoir mes points de victoire. Donc ça y est. Ah oui, ça c'est vrai qu'on en a pas trop parlé. Ça c'est important. Mais pour moi, c'est pas suffisant. C'est-à-dire, pour le sortir en multi, j'en ai tellement des jeux que je vais pas le sortir juste pour ce point-là. C'est pas possible. Et donc, la question c'est, est-ce que ce jeu me conviendra en solo? Point d'interrogation. Et j'ai du mal à me projeter sur le fait et donc c'est pour ça que je te dis oui, si quand même un jour tu le joues en solo, je veux bien savoir, pour savoir si effectivement ça pourrait être un jeu qui pourrait me convenir, parce qu'en multi il me convient pas, c'est pas, j'ai pas dit que je dis pas que le jeu est pas bien, hein. Je dis qu'en tout cas moi en tant que joueur, c'est pas un jeu qui correspond à mon style de jeu pour le multijoueur. Et en solo, point d'interrogation, je sais pas, sachant que tu vois, je me dis en fait j'ai déjà un Voidfall, ou en euro je trouve que c'est génial en solo, est-ce qu'il va m'apporter quelque chose de plus? Mais pour le coup, je pense que il est plus accessible en solo que Voidfall. Alors quand tu dis plus accessible, est-ce que en termes de règles, en termes je vais inventer un nouveau mot dans le vocabulaire ludique, en termes de ressortabilité. Ouais, c'est voilà. Ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, parce que ce soit profond et compliqué, c'est pas grave, mais effectivement, c'est la mise en place et la mise en place et la durée de se rappeler des règles, effectivement, quand tu veux. C'est ça, en termes de ressortabilité. Moi là aujourd'hui, tu me dis allez, je vais jouer à Voidfall. Je peux pas. Aujourd'hui, je peux pas. Je dis, il est là, Voidfall, il est pas loin. Je peux pas. Pourtant, j'ai fait des vidéos dessus, tout ça. Non, il faut que je reprenne tout. Mais ça, c'est pas grave. Tant que tu peux. Donc la prochaine fois que je te vois, on peut jouer à Cloud Spire. Cloud Spire aussi. Oui, parce qu'il faut savoir cette anecdote. Ça fait 1 an qu'il me demande qu'on joue à Cloud Spire, et moi je dis attends, il faut que je reprenne les règles, quoi. Et puis voilà, quoi. Et puis je le fais pas. Et puis je l'avais fait pour Persévérance, mais du coup c'est le problème inverse. J'avais lu et là on n'y a pas joué, donc là Tintin, tiens. J'ai pas demandé Persévérance moi. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est pas 4 potes. Vous êtes 4 potes à avoir Cloud Spire, quand même 4, et les 4 mecs, ça fait 1 an et demi que je les tanne pour essayer de me faire une partie. Il y en a encore qui disent ouais non mais tu comprends Cloud Spire. T'as des jeux comme ça, tu es dans la bibliothèque, mais en fait personne n'y a joué, quoi. Non, moi j'ai joué beaucoup, mais là il faut en fait que j'ai une période de Cloud Spire qui. Enfin bref, on s'éloigne. En plus, j'ai 2 nouvelles actions, j'ai pas joué. Ça pour dire que la ressortabilité, comme tu dis, elle est importante dans les jeux, donc effectivement entre les deux, ça peut faire un des points positifs sur le fait de dire pourquoi je sortirais celui-là plutôt que Voidfall, dans le sens qu'il est plus accessible. Moi je pense que Galactic Cruise. Je pense que c'est un jeu qui est plus ressortable parce que la première fois peut-être chaud et tout, mais quand t'as fait quelques parties, même quand tu auras pas joué depuis longtemps, à mon avis, il faudra que tu reviennes sur tout ce qui est croisière, les clients, le bordel là, tout ce truc de programmation, l'aspect poste ouvrier, ça c'est voilà quoi. Là c'est facile, ça reste facilement. Voilà.
Donc à suivre. Mais toujours quoi, donc pour moi, toute cette idée d'essayer de jouer plusieurs parties pour s'imprégner des règles pour que le ouais. Et alors toi, ton avis sur tous les jeux qu'on a joués par rapport à celui-là, comment tu le placerais par rapport aux autres dans ta découverte du jeu et d'être sensation? Moi, le problème, c'est que il faudrait que je mette Cretaceous et Hellbringer à part, parce que c'est des jeux. Pour moi, c'est pas des découvertes, quoi. C'est des jeux qui, pour moi, sont des. Dans ma ludothèque, c'est devenu Hellbringer, c'est un classique, incontournable. Cretaceous Rai, il est au palier, quoi. Il est à la frontière de ça, quoi. Donc c'est des jeux que j'ai pas découvert, donc c'est de très bons jeux. En termes de Pour moi, là, en termes de mécanique, celui que je mets au-dessus, moi, ça serait Galactic Cruise. Mon top. Ça serait Galactic Cruise, parce que là, j'ai joué 3 parties, j'ai envie d'y rejouer. Et puis, je trouve que c'est du coup, entre les deux, entre lui et Builders, c'est le plus profond. Par contre, en termes de plaisir immédiat et de ressortabilité et d'équilibre entre prise de tête, plaisir de jeu, je mettrais Builders. Mais je sais que le bémol de Builders of Baldur's Gate, c'est que une fois que j'aurai fait 5-6 parties, on en a pas parlé tout à l'heure. Pour le coup, voilà, est-ce que je vais le ressortir? Tu vois? Est-ce que une fois que j'ai fait 5-6 parties, est-ce que je vais vraiment le ressortir? Faut voir. Moi j'ai une réponse là-dessus. C'est vrai qu'on en a pas parlé. C'est vrai qu'on aurait pu dans les aspects un peu peut-être plus négatifs sur le jeu, c'était ça. Et j'ai pensé à ce que tu disais. Puis après je me dis en fait pourquoi je l'ai remonté dans mon classement. Parce que je me suis dit mais en fait c'est le genre de jeu que tu peux sortir quand tu veux avec n'importe qui presque. Et ce qui fait qu'en fait bah oui toi tout seul ou tu vas pas le sortir 8 fois dans le mois avec la personne que tu vois tout le temps, avec qui tu peux jouer tout le temps. Donc évidemment je pense que c'est le genre de jeu que tu vas pas envie de sortir. Par contre c'est le genre de jeu qu'une fois par mois ou une fois tous les 2 mois quand t'as du monde qui vient, c'est le genre de jeu par contre qui va sortir. Donc en fait en gros tu vas pouvoir le sortir pas ultra fréquent, mais en fait de façon régulière, et peut-être que sur l'année ça sera celui qui aura sorti le plus, enfin en extrapolant ça tu vois, parce que les règles, parce que la rapidité, parce que l'accessibilité, etc. C'est ça. Donc, après en fait en termes de ressortabilité il y a 2 choses. Pourquoi est-ce que tu ressors pas un jeu? Soit parce que tu t'estimes en avoir fait le tour, mais que voilà, soit parce que c'est tellement complexe que ça te demande une telle charge mentale que tu préfères jouer à autre chose parce que tu veux pas y consacrer cette charge mentale là. Tu vois, type Voidfall. Mais les deux, tu vas pas les ressortir, c'est pas du tout pour les mêmes raisons. Tout à fait. Tu vois voilà. Mais pour moi, en termes de le jeu que j'ai en mécanique, je mettrais Galactic Cruise dans mes découvertes. Et en plaisir, en surprise, je m'attendais pas forcément à grand chose, tout ça, parce que Galactic Cruise, tu le vois arriver, que c'est du gros jeu et que potentiellement c'est du gros jeu euro, donc pour moi il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de chances pour que ça me plaise. Mais Builders, j'étais vraiment pas sûr, je l'ai pris vraiment à l'aveugle et waouh, c'est vraiment une belle surprise, quoi. Je m'attendais pas. Galactic Cruise, je m'attendais. Ouais. Voilà. C'est rigolo. C'est vrai que tu vois, dans le classement, si je devais classer les 4 là dans ce qu'on a joué, c'est vrai que je pense que je mettrais Galactic Cruise en dernier. Tu vois, pour le coup, tu me dirais, toi, tu dis, Bringer, mais non, parce que je parle en tant que jeu en lui-même, le potentiel, tout ce qu'il apporte, tout ce qu'il propose, pas juste sur mon plaisir de partie sur le moment. Là, je fais le classement je vois les potentiels du jeu, par rapport à ce que moi j'aime dans le genre de jeu, le fait de qu'est-ce qu'il peut proposer et tout ça. Et clairement, je mettrais pas le Bringer en dernier, même si notre partie, du coup, ça s'est moins bien passé que Galactic Cruise, parce que pas sur la partie, c'était pas fun sur Hellbringer, mais par contre le jeu en lui-même, je le préfère à Galactic Cruise parce que je le trouve plus original, parce que en solo il apporte vraiment alors que Galactic Cruise, je me dis pourquoi l'avoir dans ma ludothèque, tu vois. Hellbringer, même si le coop j'ai pas apprécié, j'ai pas aimé, là je peux pas dire ça, c'était le coop, ça s'est bien passé, mais je vais pas là comme ça, si tu me dis pas que le solo il est bien, je vais pas le mettre dans ma ludothèque, quoi. Enfin tu vois, c'était un moment ok, mais donc c'est vrai que je le mettrai en dernier pour ça, tu vois. Je suis étonné parce qu'en plus pourtant toi t'aimes les jeux euro solo. Mais en solo je sais pas, enfin le truc c'est que je l'ai pas joué solo, donc là en me projetant, j'ai du mal à me projeter pour me dire est-ce que vraiment le solo il va m'apporter quelque chose que j'ai pas dans les autres jeux euro que j'ai qui me proposent du solo. C'est plutôt ça parce que je l'ai pas fait, donc c'est est-ce que vraiment il a un plaisir de jeu en solo qui va, je sais pas. En tout cas
Hellbringer, c'est sûr que du coup tu dis bon, même si je suis pas le profil au départ, je le mettrai quand même avant par rapport au jeu qu'on a testé. Mais j'attendrai. Moi, je trouve que c'est des jeux, c'est difficile de classer ces jeux parce qu'en fait, j'ai l'impression que chacun a son. Tu pourrais les mettre mettre en 1 dans leur spécialité, dans leur spécificité, quoi. Tu prends Hellbringer, là, tu me dis, là, en solo, lequel tu prends, là, ben, ça serait Hellbringer. Tu vois, de tous, pour jouer en solo, moi, je prends Hellbringer, tu vois. Par contre, tu me dis, c'est quoi le jeu qui t'a le plus mis un peu sur le cul, quoi? Agréablement surpris, plaisir de jeu immédiat, ben, je mettrais, Builders. Tu vois. Mais là, c'est l'exercice qu'on se donne de dire, tiens, si tu mettais un classement des 5 alors qu'ils n'ont rien à voir. Mais oui, j'entends que Builder, tu le mettrais. Ouais. Voilà. Après, tu me dis, mécaniquement, lequel tu trouves le moins intéressant mécaniquement, mais je mettrais Builders, tu vois, tout en bas. Tu vois. C'est ça qui est, lequel tu trouves le plus, mécaniquement original et surprenant, ce serait Cretaceous. Mais si tu dois faire un truc, tu prends tout réuni. Donc on prend tous les critères, ressortabilité, le plaisir, les possibilités, le machin, le bidule, le chouette, etc. En tant que tel, et par rapport aux 5 jeux évidemment qu'on a fait, si on doit les comparer entre eux, même s'ils sont pas difficilement comparables, c'est toujours pareil dans les tops, je mettrai le Galactic Cruise en dernier, ensuite Hellbringer. Ensuite, là c'est compliqué. Entre le 2 et le 1, c'est super difficile. Mais si on prend tout réuni, j'aurais tendance à dire que je mettrais Cretaceous en deuxième et en premier je mettrais Builder. Tu vois, pour le coup, et pourtant, si tu prends tout ressenti de l'accessibilité, la rejouabilité, le fait que tu puisses jouer avec d'autres personnes, etc., etc. Même si en tant que joueur, moi, si je prends que la mécanique intrinsèque, c'est clairement les dinos que j'ai préféré. C'est vraiment Cretaceous que j'ai préféré de tous les jeux qu'on a testés haut la main, quoi. Mais par contre, si tu prends tous les points un par un réunis, c'est vrai que le Builder, je pourrais le mettre en 1 pour les raisons tu additionnes les points, quoi. Tu fais bah tiens, ce point-là, là-dessus. Mais oui, moi, t'attends que je donne mon classement. Purée, moi, j'ai du mal. Là, le classement, c'est chaud, hein. Moi, je vais partir un petit peu différemment. Je vais pas parler je vais pas parler sur lequel je trouve le mieux, le moins bien. Ça va être lequel j'aurais envie de rejouer. Le plus. Et là, du coup, les deux auxquels que j'ai joué le plus, ils vont arriver en dernier, forcément, parce que c'est eux que j'ai le plus joué. Donc, mais je mettrais, là, si je devais jouer maintenant, là. Si je devais jouer là. Tu me sors les 4 jeux auxquels je veux jouer là, maintenant. Ouais. En 1, celui auquel je veux jouer le plus maintenant, c'est Builders of Baldur's Gate. Là, à choisir des 4, on fait une partie j'aimerais jouer à Builder d'abord. Okay. Après, j'aimerais jouer à Galactic Cruise. Après, j'aimerais jouer à Cretaceous pour que tu aies ta revanche, et après Hellbringer parce que je sais qu'en coop c'est moins bien, et parce que j'ai fait plein de parties récemment sur la chaîne et sur la chaîne et hors de la chaîne. Alors si je devais raisonner, enfin si je devais faire le même top que toi, en premier je mettrais Cretaceous. Donc clairement, celui que j'ai envie de rejouer là maintenant de suite, c'est Cretaceous. Enfin, tu vois, par rapport à ça correspond tout à fait à ce que j'ai envie dans l'originalité, dans plein de choses. Ça serait lui en premier, et en deuxième, du coup, ça serait ça serait Builders. Ça serait Builders. Et en troisième, dans l'envie de rejouer, et ben ça serait en solo sur non, ça serait en solo ouais, écoute, ça serait pour l'instant là comme ça serait le Bringer en solo et Galactic Cruise quand même en solo sur le d'accord. Mais ouais, sur attention toujours, est-ce que c'est multi ou est-ce que c'est solo, comment tu le vois. Ouais. Par contre, c'est vrai que si tu disais en multi, c'est compliqué parce que c'est sûr qu'en multi, je mettrais le Bringer en dernier. J'y rejouerai jamais en multi. Donc je préfère jouer à Galactic Cruise en multi, même si je trouve que ça me correspond pas, mais en tout cas il est bien. Enfin tu vois, en multi évidemment tu le sors, c'est très bien. Alors qu'Hellbringer faut pas le sortir, quoi. Donc voilà, donc tu sais, c'est rigolo, hein, la façon dont c'est pour ça de dire sur ces 4 jeux lequel est mieux que l'autre. Waouh, enfin c'est ça dépend vraiment de la configuration du nombre de. Est-ce que t'as déjà joué ou pas à ces jeux? Est-ce que tu joues en solo? Est-ce que tu joues en multi? C'est pas la même chose, quoi. Ouais, c'est pas du tout la même chose. C'est ça. Et encore, on n'a pas parlé de ton proto.
Ben écoute, on peut terminer sur ça, ouais. Parce que ça, c'était la dernière partie qu'on a fait. C'est ça. Le lendemain, avant de partir, je t'ai dit tiens, alors pour la petite histoire, donc comme on disait sur la toute première vidéo à la Garage Jeux, donc il y a eu Stigmeria que vous pouvez toujours acheter d'ailleurs en ligne avec l'offre promo d'ailleurs, et qui est du puzzle game, voilà, que vous pouvez jouer en solo, en multijoueur compétitif, et maintenant même en coopératif. Hein. D'ailleurs, tu m'as pas mal aidé pour développer le mode coop de Stigmeria, donc j'en suis assez content. Il y aura des vidéos qui vont sortir d'ailleurs sur le mode coop parce qu'on peut jouer maintenant à 4 joueurs avec une seule boîte, alors qu'avant c'était 2 joueurs. Donc voilà, tu m'as, que ce soit sur les salons et tout, tu m'as beaucoup aidé pour faire pour améliorer le développement du solo que j'avais, enfin du solo du coop que j'avais imaginé en backbuilding, et on a vraiment bien testé ensemble, c'était cool. Et ensuite, il y a des futurs jeux, des éditions Garageux qui vont sortir. Il y a un 4X qu'on a joué ensemble sur TTS pas mal de fois aussi, et qui est pas en stand-by, mais disons que comme c'est un jeu qui est plus cher en coût de production, qui risquera sûrement de sortir plus tard, donc un 4X avec des cartes, hein, donc avec une mécanique de cartes, donc un peu qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir. Et après, à côté de ça, j'ai un jeu, il y a un jeu d'ambiance là qui est tout récent là, et ça sera mon seul jeu d'ambiance. J'aime pas du tout les jeux d'ambiance, mais un jeu sur la poisse qui est rigolo, et surtout donc un jeu de cartes deck building. Et ce qui est donc ça, c'est je l'ai sorti, la première version c'était il y a 5 mois ou un truc comme ça, et t'as testé vraiment je l'avais imaginé, t'as été le premier testeur, et donc c'était sympa 4 mois après de te le refaire tester après les différentes évolutions, où on est sur un deck building avec voilà il faut faire évoluer différents peuples et faire en sorte que tous les peuples s'entendent bien, mais qu'ils évoluent en allant explorer différentes zones, conquérir les différentes zones. Là, pour l'instant, il est typé sur du confrontation 1 contre 1, donc sur plutôt du style un peu comme des JCE, ou en tout cas en affrontement en 1 contre 1, mais il y aura, je vais réfléchir par la suite en solo et en coop. Mais là, aujourd'hui, on va parler du proto version compétitif 1 contre 1, même s'il y aura le solo et le coop plus tard. Donc je te laisse la parole, parce qu'après c'est pas moi qui vais donner mon avis sur mon proto entre le truc du début, la première fois que tu as joué maintenant, et puis qu'est-ce que t'allais au moins présenter un petit peu les mechas. Bon, je vais le faire. Alors moi, quand j'avais joué, c'était la première fois. Je trouve que ça a énormément changé. Le jeu, c'est plus du tout le même, quoi. C'est presque plus du tout le même. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais en positif. Il y a des choses qui sont, enfin, ça fait vraiment un jeu de confrontation. On sent que l'auteur, je sais pas qui c'est, mais on sent qu'il est très influencé, qu'il y a vraiment un background non pas de CTG, mais de TCG. il y a un background de jeux de cartes comme ça, de confrontation à la Magic, à la Altered, à la Flesh and Blood, et tout ça, là, tous ces jeux comme ça, dont toi tu es friand. Oui, tu es friand, et ça se ressent, on le ressent fortement. Moi, il y a plein de choses que j'ai bien aimées. Il y a ces histoires de chacun a sa rivière de cartes. Chacun a une petite rivière de cartes. Et ce qui est sympa, c'est que en fait, on va essayer on va déterminer qui a l'initiative. Celui qui a l'initiative, il va choisir une carte en premier dans sa rivière de cartes. Et en fait, elles sont comme un miroir avec l'adversaire. Ce qui fait que si je choisis la carte de gauche, je vais éliminer la carte de gauche de l'adversaire, et lui après il va choisir parmi ces 2 cartes restantes, il va m'éliminer une des cartes dans mon marché. Ça, c'est pas mal. Il y a aussi le principe qu'on puisse faire évoluer les cartes, elles peuvent aller jusqu'au niveau 2. Et un truc qui est pas mal aussi, parce qu'on va essayer, en fait, c'est un contrôle de territoire, quoi, de zone. C'est-à-dire qu'on va avoir des cartes au milieu, on va essayer de s'emparer de ces cartes-là qui représentent des territoires, quoi, c'est ça, hein. Des lieux. Des différents lieux, des différentes factions, ouais. Voilà. Donc on va essayer de s'en emparer. Pour ce faire, on va jouer des cartes, il y a différents types de cartes. Mais ce qui est bien, c'est que on a 4 cartes, je sais plus comment t'appelles ça. Les leaders. C'est des cartes, des leaders. 4 cartes leaders qui sont là, qu'on va pas pouvoir utiliser un nombre infini de fois, mais on va pouvoir aussi les faire évoluer. Et en fait, ce qui est bien, c'est que si jamais on est bloqué avec les cartes qu'on a en main, on peut essayer de jouer un leader, parce que les leaders, non seulement ils sont forts, mais en plus ils peuvent nous décoincer si jamais on a quelque chose qui matche pas bien. Et ça, c'est intéressant. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que t'as certaines cartes que tu peux transformer en ressources, et que ça va servir à améliorer les cartes qui sont dans ta défausse. Donc c'est quand même finalement c'est assez costaud comme jeu.
Ouais, t'as quand même pas mal Tu de... trouves en termes de champ des possibles, tu dis c'est assez compliqué. Tu trouves en termes de règles, tu as trouvé ça compliqué en termes de règles ou plus en termes de jeu de... Non, c'est pas. Chaque règle est assez simple. C'est juste qu'il y en a, il y a plein de. Alors quand je dis petites règles, c'est pas plein de petites règles. Ah là, faut prendre une carte. Ah là, il faut prendre un truc. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la petite mécanique de la rivière de cartes. Il y a la petite mécanique de l'évolution. Il y a la petite mécanique du leader. Il y a la petite mécanique des lieux. Et ça, c'est très sympa aussi sur les lieux. Ce que j'ai pas dit, c'est que ça me fait penser à Duel pour Cardia. En fait, celui qui gagne le lieu, moi, j'ai joué, je l'ai découvert récemment. C'est un copain qui m'a fait découvrir ça. Moi, je suis pas trop, tu sais, un petit jeu comme ça. Et celui-là, franchement, j'ai trouvé vraiment très très bien. Et en fait, celui qui gagne le combat, d'ailleurs, on peut gagner soit en combat, soit en diplomatie. Celui qui remporte le lieu, il prend le lieu, il va marquer le point de victoire. Mais celui qui a perdu, il va déclencher l'effet. Mais là, tu parles de mon deck building et c'est pareil pour l'autre jeu. Parce que là, du coup, tu parles, l'autre jeu, ça fait la même, d'accord, je savais pas, tu vois. C'est la même, dans l'autre jeu, t'as le même principe, c'est-à-dire que, il y a, en fait, c'est pas exactement la même mécanique, mais ça ressemble, c'est-à-dire que, on va jouer 2 cartes, ok, comme une espèce de bataille, si tu veux. Celui qui a le chiffre le plus haut, il gagne le combat. Mais celui qui a le chiffre le plus petit, il va faire le pouvoir de la carte qu'il a jouée et avec laquelle il a perdu. Ok, d'accord. Et donc du coup tu peux annuler le combat, tu peux faire ceci, cela, enfin voilà. Et là toi c'est un peu l'idée dans le sens où j'ai perdu le lieu, mais je fais non pas la capacité de ma carte, mais la capacité inscrite sur le lieu. Et tous les joueurs, si tu joues à plus de 2 joueurs, tous les joueurs peuvent profiter de ça, ouais. Et tous les joueurs peuvent, voilà. Enfin nous on a fait. Et ça c'est pas mal, sachant que tu peux faire évoluer après la zone, le lieu aussi. Une fois que tu l'as gagné, celui qui a gagné non seulement il a gagné le point de victoire, mais plus tard il pourra améliorer le lieu en dépensant des points de ressources, et du coup non seulement le lieu il va y valoir un point de plus, mais il va aussi pouvoir appliquer l'effet du lieu, mais dans un second temps. Donc tu pourras le faire en décalé, ouais. Ouais, tu peux le faire en décalé. Mais ça c'est dans ton jeu, je parle. Donc je sais pas, j'ai foutu le bazar. Tu sais, là, il va se dire, attends, de quoi il parle? Il parle du jeu, du proto ou pas? Et ça t'as bien aimé, du coup ça c'était le concept que t'as bien aimé dans la façon de scorer, parce qu'après tu scores, voilà, avec faut essayer de conquérir X lieux, et quand t'as X lieux, bah du coup la partie ça met fin à la partie quand il y a un joueur qui atteint X lieux. Donc là, bon, j'en avais dit 10, mais ça peut être 7, 5, 6, enfin, en fonction de la durée que tu veux de ta partie. Et effectivement, après, le nombre de points de victoire est pas spécialement, enfin, c'est pas parce que t'as le plus de lieux que t'as gagné, parce que tu peux effectivement faire évoluer tes lieux et avoir plus de points de victoire que l'autre, quoi. Oui. J'ai bien aimé parce que tu vois, j'ai joué là une fois dans cette version-là. Ouais. Et je peux quasiment te dire les règles, tu vois, c'est bien rentré. J'ai vu ça, bravo. Non, mais ça veut dire que c'est limpide. Ouais. Ça veut dire que c'est, tu vois, t'es pas à te dire, ah ouais, attends, c'est quoi, parce que la règle, elle est foutraque, ou je sais pas quoi, non, c'est limpide, tu vois. Là, les grandes phases de jeu, tout ce que tu peux faire, le truc qui est plus compliqué, par contre, et ça que j'ai pas, mais ça, c'est normal, c'est l'aspect TCG, c'est que toutes les cartes ont un pouvoir, et que pour moi, il y a trop d'écriture il faudrait iconographier, mais ça, c'est normal, c'est le travail du proto, quoi. Parce que pour voir ce que tu peux faire avec tes cartes, il faut que tu t'enfermes dedans, je veux dire. Enfin, il faut que tu te poses dessus pour voir, attends, ça c'est quoi. Donc, je pense qu'au bout de quelques parties, ça va. Mais il faut lire et en plus, alors moi, comme moi, je suis pas joueur aussi. Je suis pas joueur de TCG, moi. Donc, quand t'es joueur de TCG, il y a des... Ah, c'est pas TCG, là, mais effectivement, dans les mécaniques, dans les jeux... Non, c'est pas un TCG. Ou dans les JCE de confrontation, c'est pareil quand tu dis TCG ou oui, JCE voilà, de confrontation. En tout cas, les jeux de Horreur Arkham, je pense, ou même les jeux comme Horror Arkham. C'est pas des jeux de confrontation, ça, mais... Non, c'est pas un jeu de confrontation, mais tu sais, ces jeux de cartes qui ressemblent, où t'as des mots-clés, t'as pas trop de mots-clés, mais une façon de présenter les choses, du moins. C'est ça, ouais, tout à fait. T'as une façon de présenter les choses qui est moins jeu de société, enfin, c'est jeu de société, je veux dire, mais qui est moins jeu de plateau, qui fait plus TCG dans le vocabulaire. Tu vois, quand tu dis interrompre, moi tu me dis interrompre, je suis perdu, quoi. Tu vois, parce que toi tu dis interrompre à un joueur de Magic, ben ouais, il voit de suite de quoi tu parles, tu vois. Ça, c'est des choses comme ça, quoi, par exemple. C'est ce truc-là.
Alors c'est vrai que sur les cartes, moi j'ai fait en sorte que celles que t'as un deck de base en fait de 20 cartes, ou il y aura peut-être d'ailleurs que 16, sur lequel t'as des cartes de départ, les cartes de départ, t'as beaucoup d'unités qui ont pas de mots-clés exprès. C'est-à-dire que toutes les unités de départ, elles ont pas de mots-clés, elles ont pas de texte, et donc t'as juste la force, enfin la militaire et la diplomatie, et sur ta carte de personnage, en fait, t'as des types persos, objets, ou du coup les objets, les persos ou les sorts, et les persos, ils ont pas de mots-clés, ils ont rien du tout, ils ont même pas de texte à lire. T'en as que 4. T'as que 4 mots-clés. Mais je veux dire, des fois, les mots-clés, tu les as que sur les cartes que tu évolues, les cartes que tu récupères du marché. Et donc, les cartes du marché, elles ont des mots-clés. Parce que du coup, tu les as récupérées dans ton marché. Et, quand elles sont niveau 2, etc., bah, évidemment, là, tu vas avoir des mots-clés, il faudra lire les mots-clés. T'en as 4. Mais par contre, des fois, je me demandais, voilà, le texte dans les pouvoirs, tu sais, je t'avais dit. C'est les sorts et les objets. Dans les pouvoirs, dans ce que tu lis, moi, je te disais, mais attends, là, je comprends ce qui est écrit, mais je veux dire, je comprends pas ce que ça fait en fait. Je comprends pas l'intérêt de faire ça. Et après quand tu dis bah si, parce que si tu fais ça, c'est ça. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut le jeu il va se découvrir quoi. Je veux dire les cartes vont se découvrir. Tu peux très bien passer dans ta première partie une carte la trouvée pas intéressante, en fait t'es passé à côté de son pouvoir. Et en fait dans la pratique quand tu vas jouer, tu vas te dire ah ouais, je comprends en fait. Cette carte qui me semblait pas trop intéressante, c'est parce qu'en fait, j'avais pas véritablement comprise. Dans cette situation-là, c'est super fort. Donc je vois comment en fait ça se joue cette carte. Après, pour revenir sur le marché, effectivement, pourquoi c'est un marché, pas un marché commun? Bah, ça permet d'avoir un deck building de marché. Donc, l'idée, c'est en fait de pouvoir avoir ou récupérer, chacun joue avec le marché de départ, de base, ou alors t'arrives en mode de confrontation, un petit peu des petits tournois, où là, dans ce cas-là, chaque joueur peut avoir un même nombre de cartes. Et il va choisir, comme dans toutes les cartes qu'il a de disponibles, qu'est-ce qu'il va mettre dans ses cartes du marché. Donc ça permet de dire, je dis n'importe quoi, le marché c'est 20 cartes, enfin pour l'instant c'est 20 cartes. Supposons t'as 40 cartes et tu décides dans les 40 cartes lesquelles 20 cartes tu mettrais dans le marché en fonction des leaders que tu aimerais plus ou moins jouer ou de ce que tu veux faire dans ta partie. Ce qui permet d'avoir un deck building, non pas que de ton paquet de base là de départ que tu fais pendant la partie, mais de préparation de la partie, qui est optionnel d'ailleurs, mais qui est voilà. Et c'est là où c'est pour ça que je dis qu'il y a un petit côté les jeux comme Horror Arkham ou comment ça s'appelle ou Seigneur des Anneaux ou voilà où tu peux préparer mais pas ton deck de perso mais ton deck de marché. C'est ça, en fait là c'est là où il y a l'originalité. Voilà. Et parce que ouais donc t'as préparé ton deck mais ton deck de héros il est pas prêt, il va se préparé pendant la partie. C'est ça qui est original quoi. C'est ça qui est quand même pas mal. Ok, donc du coup pour toi c'était sympa. Tu peux dire le contraire si t'en voudrais pas. C'était sympa de découvrir, même si au début t'es pas spécialement habitué à ce genre de jeu de confrontation de cartes, etc. Après, la question que je me pose, c'est sur 10, et on en avait parlé là, sur 10 lieux, est-ce que c'est pas trop long? Mais en même temps, comme tu me disais, ouais, mais si tu vas avoir le temps de quand même la progression, il faut qu'il y ait quand même quelques lieux quand même. Si tu fais sur 3 lieux, oui ça va jouer très vite, mais si tu fais pas le même jeu, peut-être c'est pas pour le même public aussi. C'est ça. Non, là, l'idée, c'est que le jeu il puisse durer à 2 joueurs aux alentours de 45 minutes, 1 heure, ça serait pas mal, tu vois. Faut que ça dure, faut que ça soit 1 heure en jeu de confrontation comme ça me semble pas mal. 45 minutes, 1 heure grand max, quoi. Mais faut que ce soit faut pas que ça dépasse, quoi. 45 minutes, ça me semble bien dans les jeux comme ça. Tu vois, pas plus. Mais effectivement, là, l'idée, comme tu disais, c'est comme toutes les cartes, tu peux les faire évoluer niveau 2, bah, t'as quand même une montée en puissance de toutes mes cartes du deck, je peux les faire évoluer, ou je peux les épurer et les virer avec mes leaders, ou mes effets, donc je peux virer mes cartes de départ, mettre que des cartes de mon deck que je me suis préconstruit de ma bibliothèque, et les faire passer elles aussi niveau 2, sachant que, à chaque fois tu dois dire, est-ce que celle-là, cette carte, est-ce que je vais l'utiliser en ressources ou en tant qu'effet de carte, pour avoir plusieurs effets, quoi. Et comme ça, juste, à chaud, à froid, je sais pas comment on peut dire, est-ce qu'il y a un truc, tu dis, tiens, ça t'as pas aimé, tu vois, une mécanique que t'as trouvé pas intéressante, ou un truc, dis, tiens, ça, ou une idée. C'est pas une mécanique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une mécanique que j'ai pas trouvé intéressante. Il faudrait faire en sorte de rendre les cartes plus dessus, tu vois ce que tu veux faire avec ce que tu veux faire avec. Ouais, c'est-à-dire que tu sais les cartes simples, tu sais avec les stats d'attaque et de diplo, si sans rien, tu vois de suite. Donc tu dis je vais pouvoir la jouer là ou là. Et après il y a des cartes qui te donnent des pouvoirs. Les sorts et les objets quoi, les sorts et les... Ouais, faut que tu lises dessus et
que tu dis attends tu vois, j'aimerais accéder plus vite au sens en fait. Bah, qui a un genre un glossaire, que t'as l'iconographie, que tu vois une fois dans le glossaire ce que veut dire que cette icône là, et après une fois que tu le sais, t'as moins de texte sur les cartes. C'est ça. Et après après la sélection sur le proto, du coup, c'est les textes, d'arriver à optimiser le texte pour qu'il soit plus court et rapidement compréhensible, quoi. Mais ça, c'est plus donc dans l'accessibilité de la compréhension du jeu, quoi. Mais après, dans une mécanique que t'aurais pas aimé, ou dans une mécanique que tu trouves qu'il te manquerait, ou dans les trucs par rapport à ce truc en duel, pour l'instant. Moi, le principe de faire évoluer les cartes, c'est sympa. Ça, j'aime bien. De toute façon, dès que tu évolues, moi, dans un jeu, j'aime bien. Dès que j'ai de la... Non, mais c'est vrai, niveau 1, niveau 2. Donc ça, c'est bien. Le marché, j'aime bien. Ah oui, trop de... Ouais, je t'en avais dit aussi, trop de cartes dans le deck de départ, qui fait que ça ralentit le cyclage et ça ralentit le temps de jeu pour rien, en fait. Et du coup, ça limite la progression. Le building et la progression. Donc tu peux essayer de faire une progression plus rapide en limitant le nombre de cartes. Peut-être qu'il y a trop de cartes dans ton deck de base. Ouais, parce que juste pour dire à tout le monde, en fait, en gros, c'est vrai que dans le deck de base, en fait, il y en a que 20 des cartes, donc ça fait pas beaucoup. Mais c'est juste que comme on veut pouvoir profiter des cartes du marché et les faire évoluer, et essayer d'avoir un jeu punchy sur 40 minutes, un truc comme ça, effectivement, faut évoluer très très vite, faut essayer de débloquer vite. Et le fait de passer de 20 à 16, ça permettrait en 2 tours, en fait, de pouvoir profiter, parce que les cartes du marché, on les met dans notre défausse. Quand on en récupère une, sauf s'il y a des capacités qui te les permettent de te les mettre sur le dessus de ton deck, mais je pense que c'est dans ta défausse. Mais l'avantage, c'est que à la fin de ton tour, si t'as des ressources, toutes les cartes qui sont dans ta défausse, tu peux les faire passer niveau 2, celles que t'as envie, si t'as 2 de ressources par carte, pour les faire passer niveau 2. Et ensuite, vous allez plus avoir de défausse à la fin de votre tour. Tout ce qui était défaussé, vous allez les remettre sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Donc il y a un côté un peu calcul de savoir dans quel ordre ça va revenir vos cartes, mais ça vous permet effectivement, si tu enlèves, on disait, si j'enlève 4 cartes du deck principal et d'arriver à 16, ça permet en 2 tours de se retrouver à avoir de suite. En 3 tours, parce que si tu prends 3 cartes, voilà. En 3 tours, au troisième tour. Tu pioches 6 cartes par tour de jeu. Donc en 3 tours, boum, t'as déjà les cartes que t'avais fait évoluer et que t'avais récupéré du marché. Donc t'as une montée en puissance qui vient plus rapidement. Donc c'est une très bonne idée. C'est vrai que je pense qu'on va je vais essayer de le travailler là-dessus pour que ça soit très très punchy, on va dire, dans l'évolution du deck. Sur ça. Tout à fait. Ok, donc ça serait dans les critiques que tu aurais. Ouais, pour accélérer la montée en puissance. Okay. Et de profiter de ces cartes qu'on achète au marché, parce que quand t'achètes une carte, en fait, c'est vrai, dans tous les jeux de deck building, quand t'achètes une carte, t'as qu'une hâte, c'est qu'elle remonte, quoi. Et oui. C'est de l'avoir. Alors, c'est normal que tu l'aies pas de suite, parce que, puis là, tu peux l'évoluer en plus. Voilà. Mais il faut que ça arrive quand même, faut pas attendre des plombes avant que ça remonte, quoi. Donc, voilà, c'est là-dessus que tu peux faire quelque chose. Donc voilà où ça en est. Donc je pense sur les festivals là maintenant les gens pourront le tester régulièrement parce que tu vois, du coup je pense que c'est tout à fait montrable. Je sais pas ce que t'en penses, mais ouais, un peu sombre les voilà, alors montrable, travailler le contraste. Ouais, dans le design il est montrable. Ouais. Après pour les illustrations, enfin pour le travail, tu sais, les contrastes, tout ça, pour qu'on voit plus toujours pareil, hein, plus vite l'information. Plus tu vas vite plus tu vois l'information, plus tu passes moins de temps là-dessus et t'es plus dans la réflexion en fait. Un côté contraste et couleurs, c'est clair. Et après là le travail ça va être d'imaginer un solo coop avec un côté un peu exploration aventure, parce que l'idée du jeu c'est d'aller explorer, d'aller sur les différentes zones. Là en gros quand vous jouez sur chaque tour de jeu vous avez 6 cartes en main, comme tu disais il y en a une que tu vas pas jouer qui va te servir que d'initiative pour savoir si t'es premier joueur ou pas premier joueur, et tu vas jouer avec 5 cartes en fait, mais à chaque fois il y en a une que tu vas devoir dire celle-là tant pis je jouerai pas avec sur ce tour-ci. Et après vous avez 3 terrains quand vous êtes à 2 joueurs, et il va falloir essayer d'aller conquérir les différents terrains qui font les effets comme tu disais, et donc t'as vraiment un truc d'exploration dans ce truc de confrontation, je vais explorer les différents terrain. Et donc c'est vrai qu'en solo et coop, je vais essayer de développer cet aspect-là avec une espèce de petit truc un peu scénaristique, ou en tout cas d'évolution mini-campagne, où tu vas pouvoir aller sur une map avec un truc un peu aventure, aller de lieu en lieu, de dévoiler des lieux, et sur ces lieux-là d'avoir une adversité que tu vas devoir essayer d'affronter, mais en coop pour le coup, et en solo. Voilà. Donc ça va être le travail prochain pour justement essayer aussi du coup d'avoir un intérêt pour les gens qui sont plus joueurs solo ou joueurs coop qui ne voudraient pas spécialement la confrontation. Ouais. Et fais-nous gagner des niveaux et progresser. Je note.
Ah, faut Pour le savoir joueur solo. Pour le joueur solo, le joueur coop, c'est ça. Il faut savoir que logiquement, t'as 4 leaders quand tu joues tout seul, t'as accès directement à tes 4 leaders qui, à chaque fois qu'ils vont en bataille, passent, enfin, du début, ils sont niveau 1 et ils ont un effet particulier qui leur sont propres ou un truc de détruire les cartes. Et quand ils vont dans une zone, bah, du coup, ils passent niveau 2 et après, ils reviennent au bastion, on va dire ça comme ça. Et si vous les rejouez une deuxième fois, après, ben, ils partent à la retraite et après, vous pouvez plus les jouer de la partie. Donc ça, c'est sur le truc de confrontation pour que ce soit punchy en 40 minutes. Mais comme t'as accès aux 4 leaders, ça peut être intéressant de se dire quand tu joues coop, bah, tu choisis un des 4 leaders. En fait, chacun va jouer qu'un leader. Par contre, pourquoi pas, le leader du coup, peut monter plus de niveaux que juste avoir 2 niveaux que le côté, ça dépend le timer de la partie, évidemment. Donc, ça va être à développer, quoi. Et bah, écoute, c'était cool. Ça, en tout cas, c'est 24 heures. Faut qu'on refasse ça rapidement. T'as vu, on a fait des podcasts, pas mal de podcasts. Ouais, surtout qu'il y a du pain sur la planche, hein. Il y en a des trucs à tester, hein. Ouais, en ce moment, c'est impressionnant, quoi. Il y a tout qui arrive en même temps. Moi, j'ai du lourd à tester, là. Alors, bah, dans les spoils, c'est pour terminer cette vidéo. Moi, les prochains qu'il faut vraiment faire, il y a Gryphonie de Ludus Magnus que j'ai reçu le proto et ça sort fin octobre. Donc ça, il faut vraiment, je vais t'inviter quand j'ai relu les règles, je te fais venir à la maison. Ah, j'aimerais bien jouer. Donc ça, il y a ce jeu-là qui va en avant-première qui arrivera sur la chaîne de la Gare à Jeux. Et ensuite, j'ai aussi Zoo Tycoon, là, qui a un... La faille jouer. On a failli jouer. On a failli. Donc là, c'est pareil. Il faut que je me plonge dans les. Donc c'est vraiment les 2 prochains parce que là j'avais pas mal de partenariats qui s'enchaînaient. Donc là, c'est les 2 prochains partenariats qui vont arriver, plus un autre que j'en parlerai plus tard. Mais c'est vraiment les 2 derniers en plus des TCG parce qu'en général le TCG me prend du temps. Là, par exemple, hier on a fait 4 vidéos sur les TCG et c'est vrai qu'avec les différents TCG ça prend du temps. Mais voilà un peu ce qui va arriver sur la chaîne Gare à Jeux, c'est-à-dire des avant-premières et de partenariats et puis aussi évidemment des vidéos TCG sur Evebond, sur Flesh and Blood, sur Rise, sur Tracerion, un peu les TCG aussi français mais pas que, et les trucs un peu de nouveautés. Et toi, sur ta chaîne, du coup, les prochains jeux que tu... Alors moi là, le prochain jeu que je voulais faire, alors c'est pas des jeux, je voulais faire une vidéo là, mais je l'ai pas faite. Enfin, j'ai travaillé là tout ça, mais je voulais faire une spéciale des jeux pour Halloween. Ok. J'avais 6 jeux à conseiller pour dans la thématique d'Halloween. 4 que j'ai et que je conseille chaudement, et 2 que j'ai pas, mais qui sont vraiment dans la thématique d'Halloween et qui pourraient être sympas à découvrir pour Halloween. Je voulais aussi faire un truc sur Noël, les jeux de Noël. Tu vois, donc rester dans les jeux de Noël. Et après, sur des spécifiques, il y avait Galactic Cruise que je voulais faire. Alors, je sais pas, encore une vidéo règle, ou pour le moment, je peux pas la faire, la vidéo règle, parce que il faut que je maîtrise plus les règles que je les, tu vois, donc ça se travaille. Faut que j'y joue, quoi, hors caméra. Donc, vidéo règle et ou partie solo filmée. Il faut que j'ai du Valheim aussi. J'ai reçu Valheim en deluxe, donc je vais peut-être faire des vidéos sur Valheim. Et il y a aussi Persévérance, épisode 3-4. Tu vois. Donc chaque fois c'est des gros jeux. Et après il y a des jeux que je voulais montrer. Bon, j'arrive un peu après la guerre. Il y a l'ascension tactique. Ouais. Il y a du PES. La nouvelle version de Ascension Tactique, la toute dernière, pas le premier. Qui est sorti en français. Celle qui vient de sortir en français. Voilà. Il y a du PES aussi qu'il faudrait que j'aimerais bien montrer. Bon, alors ça, je te dis ça, je te donne mon programme pour un an, là. Ah, ok, d'accord. Je crois que c'était pour les prochains mois, je dis donc, oui, enfin, un an, prochain mois, oui, c'est ça. Et puis, sans doute aussi, là, c'est plus probable, un retour de Kingfire Chronicle Nightfall, puisque j'ai déjà fait une partie. Alors là, j'ai trop envie d'y jouer. Il est juste ici, là. Il est juste là, sur ma table secondaire. J'ai plus qu'à le transvaser ici. J'ai bien envie de continuer la campagne parce que ce jeu, qu'est-ce qu'il est bon, ce jeu. Qu'est-ce qu'il est bien. C'est un jeu d'aventure très tactique. Alors là, mais je te conseillerais, moi j'y joue en solo à 4 persos. Toi, tu aimes bien jouer aux jeux d'aventure en multi, je te le conseille vivement en multi. Et très vivement en multi, parce que alors là, je crois que le jeu d'aventure type aventure, j'allais dire Dungeon Crawl, c'est pas vraiment Dungeon Crawl, mais c'est pas vraiment ça, mais le jeu d'aventure, on va dire jeu d'aventure avec en multi avec de l'interaction. Ouais, c'est le top, hein. Je crois que c'est le top.
ça donne envie de le sortir. C'est vrai que moi j'ai la version française là que j'ai pas déballée. J'avais une version en anglaise qui d'ailleurs faut que je remette sur Ocasio. S'il y en a qui la veulent, je la brade parce que j'ai la française. Donc s'il y en a qui veulent le jeu en anglais, j'ai une copie là qu'il faudra que j'arrive à de Kinfire. Sur Ocasio. Ouais, il faut que je la vende sur Ocasio. Quelqu'un qui veut, qui me contacterait, que je mettrai pas cher parce que du coup c'est en anglais. Mais c'est vrai que ceux qui maîtrisent l'anglais, bah c'est tout aussi bien. Et mais c'est vrai que ça me donne envie de faire de tester. Mais, j'ai la campagne en cours de Midara, la campagne en cours d'Aridia, la campagne en cours de alors je suis content, j'ai fini la campagne de Primal, donc ça c'est fait. Tintelgrel, j'avais fini la campagne, je l'ai revendu, ça c'est fait. Donc du coup mais bon, c'est quand même, tu sais, tu mets du temps quoi, c'est en mode comme à chaque fois je fais plutôt les campagnes c'est le genre, je te disais tout à l'heure, j'étais les jeux d'aventure, j'aime bien les jouer en multi. Donc à chaque fois, j'attends qu'il y ait les potes qui viennent et qu'on joue à plusieurs, et donc bah c'est plus long que si tu les traces en solo quoi. Faut tout de suite sauf si t'habites sous le même toit et que tu le traces tous les soirs, mais sinon c'est ça. Mais tu me fais penser quand tu me dis ton programme des prochains mois, mais je t'ai dit ça, il va être peut-être chamboulé parce que moi j'ai Thésaurus qui va arriver, j'ai Dragonnier et j'ai aussi, à cause de toi, craqué pour. Alors Thésaurus, c'est à cause de toi. Non, parce que j'ai vu la vidéo que t'as fait avec Super Meeple là. C'est un jeu qui m'a énormément attiré. Là pareil, pourquoi c'est presque irrationnel. C'est les illustrations, cette thématique de chasse au trésor, ça m'a. Alors Dragonnier, bon, je t'ai vendu à la cause de toute façon. Hein. Dragonnier, ouais, moi tu me mets un dragon. C'est pas grâce à moi. Moi j'ai beaucoup aimé, hein, mais effectivement. Tu me mets un dragon, ouais, t'as fait que confirmer. Thésaurus, par contre, honnêtement, il me disait pas trop. D'accord. Et puis je voyais la boîte, j'étais là. Et en fait, de voir la présentation là sur ta chaîne, tout ça là, avec le Philippe de Super Meeple. Écoute, ça m'a donné énorme. Donc hop. Et puis aussi encore à cause de toi. Désolé. J'ai fini par craquer par Dungeon Degenerate qui est dispo. Bah, t'as bien raison. Donc j'ai pris Dungeon Degenerate, voilà. Donc il y aura plusieurs joyeusetés qui vont arriver et du coup la question c'est par quoi commencer. Par quoi commencer? Qu'est-ce qui va arriver d'abord sur ma table pour que je vous présente tout ça? Bah, il y a beaucoup de choses. Beau programme. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Bon programme. Ça nous fera l'occasion de refaire des podcasts. Ouais. Il y aura de quoi faire. Ouais. Il y aura de quoi faire là. Ouais. Super. Bah écoute, moi c'était vraiment très chouette de refaire ces podcasts. On essaie de vous faire ça un peu plus régulier, une fois par mois. Après, je peux pas plus parce qu'effectivement après. On essaie après. Voilà. Mais c'est vrai que j'essaie de faire. Dans tous les cas, vous savez que ça arrive. Là, regarde, c'est le 12e. Donc petit à petit, on essaie de faire ces épisodes-là. Je pense qu'il y a de l'intérêt. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à dire vos avis. Si vous avez des idées aussi, des idées thèmes de sujets que vous aimeriez voir aussi en podcast, aussi qu'on joue au jeu. Ouais, accessoirement, parce que sinon après on fera des podcasts et on sera obligé de parler d'autres choses. Ça me gêne pas. Ouais, c'est ça. Ou alors on peut d'autres sujets, on fera. Ouais. Ou alors on peut parler des jeux sans y avoir joué, c'est bien aussi. Sans y avoir joué. Non, ça arrive pas, ça. Non, personne fait ça. Bah, c'était cool. Ben écoutez, on se retrouve très vite. Merci à toi. À bientôt. Mais merci à toi de m'inviter. Allez, bye. Bye.